Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle conférence qui là va être consacrée aux enjeux du métier de commercial et pas n'importe quel enjeu puisque le monde dans lequel nous rentrons va nous inviter à repenser totalement notre modèle économique. On va revenir notamment assez rapidement sur l'ensemble des limites auxquelles ce modèle économique actuel nous amène. Et forcément, les réponses qu'on va apporter aux limites de ce modèle économique vont amener à questionner le métier de commercial. Et on reviendra du coup sur l'ensemble des grandes questions que les commerciaux, dans une logique beaucoup plus durable, vont devoir se poser et identifier en quoi ça transforme radicalement leur métier. Alors, je me présente, je suis Simon Ledet, je suis délégué général du Club Noé, qui est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés qui s'engagent dans les Hauts-de-France dans la trajectoire des nouveaux modèles économiques et plus particulièrement dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un modèle sur lequel on reviendra longuement tout au long de cette conférence. Et du coup, j'ai eu le plaisir de co-animer cette intervention avec Romain Demissy, qui est un intervenant chercheur au laboratoire Artemis, qui est à l'origine du concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération tel qu'on l'applique dans les Hauts-de-France, mais aussi maintenant dans d'autres régions, et avec qui on a été amené à accompagner un certain nombre de commerciaux dans le cadre des changements de trajectoire que l'ensemble des entreprises adhérentes du Club Noé avaient engagés en ayant en tête l'esprit de l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. Alors peut-être pour commencer et planter un peu le décor, essayer de raconter comment s'est déployé concrètement les nouveaux modèles économiques en région de France, d'où ça vient, comment c'est apparu. Mais en fait, tout a commencé grâce à une coopération forte entre un service du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à l'époque et le laboratoire d'intervention de recherche à Thémis sur deux grandes questions. La première était de savoir comment pense une politique publique vraiment qui déploie une logique de développement durable sans penser les choses de manière silotée, c'est-à-dire sans mettre en place une politique durable d'un point de vue économique, d'un point de vue social d'un autre côté, et encore d'un autre côté, d'un point de vue environnemental. Avant, quand je vous parle de cette réflexion émerge dans les années 2000. Avant cela, vraiment, ces trois questions étaient totalement séparées et du coup, le Conseil régional fait appel à ce laboratoire d'intervention de recherche qui est à Thémis pour répondre à la question comment on traite ces trois enjeux de manière intégrée et surtout, ça donne quoi en termes de politique publique à mettre en place. Premier enjeu, du coup, première grande question qui avait été posée. Deuxième grande question, elle a été de faire un constat. Aussi un constat plutôt positif qui était de dire que le Conseil régional avait massivement investi sur la question des industries, notamment dans le domaine du recyclage, et s'est posé la question de leur modèle économique et de leur pérennité, à savoir que si demain, si en changeant les modes de production, les modes de consommation, on arrive à produire moins de déchets, ces industries du recyclage ne seront plus rentables. Donc quelque part, elles vivent du déchet, elles ont besoin qu'il y ait toujours plus de déchets qui soient produits pour pouvoir être rentables. Donc du coup, d'un point de vue social et environnemental, on est un peu dans une impasse. Et c'est comme ça qu'est né le concept d'économie de la fonctionnalité de la coopération pour répondre à ces deux grands enjeux. Du coup, Romain, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce concept qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelait surtout économie de la fonctionnalité tout court, comment ça émerge et d'où ça vient? Alors, le modèle d'économie de la fonctionnalité de la coopération, déjà, il faut le voir comme une manière de regarder l'activité économique, une sorte de grille d'analyse. On parle des fois d'une paire de lunettes que l'on chausserait qui nous permettent de voir autrement l'activité euh, et qui trouve son inspiration d'abord dans le constat, comme tu l'as très bien dit, d'une incapacité d'un modèle que nous on qualifie d'industriel. Alors il n'est pas limité à l'industrie, mais je reviendrai après là-dessus, mais d'un modèle qu'on qualifie d'industriel, de son incapacité en fait à prendre en charge les enjeux d'aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a une transformation assez profonde à laquelle on assiste. Il faut voir que le modèle industriel, la logique industrielle, elle se fonde au tournant du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle. Moi j'aime bien prendre
la date de 1776 pour l'ancrer un peu dans le temps, hein, qui est l'ouvrage d'un économiste qui s'appelle Adam Smith sur l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, où en fait il théorise le fait que la richesse des nations vient de l'industrie, que l'industrie est au cœur finalement du développement, et il va élaborer finalement une première grille d'analyse de pourquoi l'industrie est à ce point contributrice au développement et va générer du coup une analyse de ce qu'on appelle la production, de ce qu'on appelle la valeur, de comment s'organise l'échange, comment on pense la productivité. Et en fait, depuis plus de 250 ans maintenant, on utilise toujours, on mobilise toujours, alors de manière un peu améliorée, hein, mais en fait, on utilise toujours les mêmes lieux communs, les mêmes hypothèses, les mêmes représentations quasiment que celles qui se sont développées à l'occasion de cette révolution industrielle. Alors que en 250 ans, le monde a pas mal changé tout de même. Alors, il y a, on pourrait dire, des changements de fond pour l'activité économique elle-même, hein, c'est-à-dire la mutation, en tout cas, qui tient beaucoup à cœur d'Artémis, qui est la mutation du travail, puisque les activités, dans leur traduction concrète, dans le travail réel, en fait, se sont retrouvées à mobiliser de plus en plus ce qu'on appelle une dimension servicielle et immatérielle, c'est-à-dire il y a une part beaucoup plus grande aujourd'hui dans l'activité économique qui relève d'activités immatérielles que au moment de la révolution industrielle. Il y a un développement en fait du secteur des services d'une part, et puis il y a un développement de ce qu'on appelle nous la dimension servicielle de l'activité économique. Donc ça c'est une première mutation qui fait que chausser des lunettes d'industriel pour regarder des activités de service ou servicielles, c'est pas aussi évident que ça, et surtout il y a des chances que ce soit pas aussi pertinent que ça. Ensuite, il y a une deuxième chose, on pourrait dire, qui sont l'émergence de problématiques, alors pas qu'elles soient nouvelles en soi, je pense par exemple au réchauffement climatique, hein, quand on regarde les études longues sur l'impact de l'homme sur le climat, on voit bien que ça n'a pas attendu l'EFC pour arriver, hein, les effets du réchauffement climatique, mais en fait, il y a une prise de conscience, aussi une avancée scientifique très grande sur les limites environnementales des modèles économiques actuels. Donc ça, c'est un deuxième mur, et en fait, avec ce qu'on voit, c'est que la logique industrielle, donc la manière de penser de l'industrie, celle qu'a élaborée notamment Smith, mais pas lui tout seul, hein, elle est en très grande difficulté, voire même en incapacité de penser une issue à cette question, par exemple, et à intégrer en fait les enjeux du climat dans son propre mode de réflexion. En fait, très vite, on se retrouve avec une alternative qu'on a déjà tous entendue, hein, choix économique ou choix écologique, quoi, dos à dos, comme si l'un était le contraire de l'autre, et donc des intérêts antagoniques. Puis il y a un troisième aspect de transformation, c'est le modèle industriel. Alors, dans nos pays d'Europe de l'Ouest, il s'est aussi grippé à partir des années 70-80, enfin, plutôt 60-70, la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, dont on a tous un jour entendu parler à l'école. En fait, ce modèle s'est grippé, et notamment toute la promesse de progrès qui était attachée à l'industrie, et déjà depuis Smith, hein, cette idée que ça faisait de la diffusion de biens qui permettaient d'équiper les ménages, d'augmenter le temps disponible, d'augmenter la distance à laquelle on peut voyager, d'augmenter en fait nos capacités de jouir de la vie, on va dire ça comme ça. Cette machine s'est beaucoup grippée donc à partir de ces années 70-80. Et avec notamment un autre aspect qui est que dans les 30 Glorieuses, on avait aussi un plein emploi, relatif plein emploi en France. Et cette machine de logique, de volume, de distribution de biens, en fait, elle s'est globalement grippée dans cette période, et on a commencé à voir apparaître le chômage de masse, les inégalités sociales, alors nationales, mais encore plus, on pourrait dire, internationales, les tensions sur la santé, tout ça, en fait, pas que ça n'existait pas auparavant, mais que le modèle industriel promettait de pouvoir atténuer, compenser. Bien, ces choses-là deviennent aujourd'hui particulièrement prégnantes. On a parlé dans la session juste avant sur les managers de l'enjeu notamment de santé au travail, par exemple, qui est une explosion extrêmement forte là, et l'incapacité en fait de ces lunettes industrielles pour
capter finalement ce qui s'y passe et trouver des modalités de réponse cohérentes avec l'ensemble du reste du modèle. Donc l'EFC, elle s'est construite, comme tu le disais, face à ces impensés. C'est très juste sur les déchets, par exemple, de dire pour traiter les déchets, il faut faire une démarche de volume. Oui, mais la démarche de volume fait qu'ensuite, on a besoin du déchet pour solvabiliser l'activité. Et donc là, on a une impasse. Il n'y a pas de solution dans la logique industrielle. D'où le développement, effectivement, notamment à partir des travaux de Christian Duterte, qui est un économiste qui est aussi directeur scientifique d'Atemis, des travaux de Christian Duterte qui pose cette question de la mutation structurelle de l'activité, et notamment cette question du développement serviciel. Et derrière ce développement serviciel, de voir que c'est une remise en cause assez grande de tout un tas de concepts qu'on pensait installer en économie, la productivité, le marché, toutes ces choses-là deviennent discutables. Et en fait, l'EFC, il faut voir ça comme une grille qui permet de reprendre un peu pied à pied les sujets que traite le modèle économique industriel pour en avoir un développement, une pensée en lien avec ce que c'est les activités actuelles et notamment la dimension immatérielle et servicielle des activités d'aujourd'hui. Donc si je comprends bien, si je pose la question de pourquoi on n'arrive pas à faire converger intérêt économique, intérêt social, intérêt environnemental, on a toujours un peu l'impression que l'un se fait au détriment de l'autre. La réponse qu'apporte l'EFC, c'est de dire, en fait, c'est la manière dont on pense le modèle économique, c'est la manière dont on pense qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui a de la valeur et surtout comment on la produit. Et c'est cette grille de lecture-là qui crée, encore une fois, des limites sur les 3 niveaux. Je veux dire, économiquement, on ne peut pas dire que ça se passe très très bien pour les entreprises, encore plus avec la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui. D'un point de vue social, tu parlais effectivement de l'enjeu de la santé, la question des burn-out, l'épuisement professionnel, etc. C'est des choses qui sont en train de totalement exploser. La consommation d'ailleurs de médicaments psychotropes, etc., est très liée aussi à cette question de la souffrance au travail. Et puis d'un point de vue environnemental, il n'y a pas une journée sans qu'on se rende compte que vraiment il se passe quelque chose de grave. Donc du coup, la réponse qui fait à la question de dire mais pourquoi on n'y arrive pas, parce que tu le dis, c'est pas un constat qu'on fait depuis hier, c'est un constat assez vieux maintenant. Et pourquoi on n'y arrive vraiment pas alors que vraiment le constat est plus que partagé. La réponse c'est dit il faut repenser la manière de ce qui vaut, redéfinir ce qui vaut et la manière de la produire. Alors forcément, du coup, si on regarde le sujet qui nous intéresse, et notamment le métier de commercial dans tout ça, et le commercial est forcément pris aussi dans cette logique-là. Et si on veut en sortir, alors, ça va être l'objet du coup de cette conférence, on va regarder un petit peu en quoi son métier est transformé. Mais juste avant ça, peut-être planter un peu le décor de ces entreprises qui ont engagé cette trajectoire maintenant depuis une dizaine, quinzaine d'années, et de revenir sur par quoi c'est passé. Les premiers dispositifs d'accompagnement qui ont été pensés concernaient d'ailleurs au départ que le dirigeant d'entreprise, qui était, on disait à l'époque, déformé. On lui disait, ben voilà, en fait, vous pensez que la valeur, c'est ça, c'est ce qui définit la valeur, c'est ça, et c'est notamment des choses qui sont très mesurables, tangibles et le plus souvent qui reposent sur de la matière pour développer le chiffre d'affaires. Voilà, on vend toujours plus ou on traite toujours plus de déchets. La question de la valeur, elle est tranchée, c'est quelque chose de tangible, mesurable, matériel. Là, on dit non, c'est plus du tout ça. Et puis, on donne les lunettes aux dirigeants de dire, voilà, dans l'immatériel, dans cette question de l'activité servicielle, comme tu disais, donc c'est voilà, tout le travail qui, en le 3/4 du temps, est considéré comme non productif, d'ailleurs. C'est quelque chose qui, comme est difficilement identifiable, on a du mal à voir qu'est-ce qui est réellement produit parce qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le mesurer avec des indicateurs quantitatifs, ben voilà, ça ne vaut pas. Et en fait, si on dit, prenez ces lunettes-là, vous voyez tout ce qu'il y a, et en fait, tout ça, ça vaut. Très bien, donc ils sont déformés à ça, et suite à ça, avec cette paire de lunettes-là, ils imaginent plein de nouveaux services, sauf que quand ils vont dans leur boîte expliquer cette nouvelle vision qu'ils ont, mais ils font face à un mur quelque part. Je me rappelle les premiers dirigeants qui venaient nous voir en disant j'ai essayé de parler de FC à mes salariés ou à mes clients, ils revenaient en disant on m'a pris pour un poète.
Donc vraiment un mur que nous, accompagnateurs, à l'époque, on ne comprenait pas vraiment et on pensait assez sottement. Maintenant, avec le recul, on se dit comment on a pu penser ça, qu'il suffisait tout simplement de passer ses lunettes aux dirigeants d'entreprise et puis que voilà, c'est à partir du moment où le décideur il a décidé quelque chose, ça se mettra en place. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas que le dirigeant qui doit changer ses lunettes, c'est tout son écosystème en interne, c'est tout son écosystème avec ses clients, ses partenaires. Donc, il faut qu'on soit là pour l'accompagner là-dessus et qu'il ne soit pas tout seul avec son bâton de pèlerin à prêcher la bonne parole et à essayer de passer des lunettes à un opticien qui aurait en revendre. Donc, on a créé, après quelques années d'accompagnement de dirigeants d'entreprise, des parcours d'accompagnement pour les commerciaux, en disant, voilà, si votre métier, c'est pas d'essayer de vendre toujours plus de biens et de services à vos clients, qu'est-ce que c'est? Et du coup, voilà, on va vous présenter plusieurs enjeux qui répondent à cette question. Et le premier d'entre eux, c'est notamment le fait de dire que le travail de commercial, c'est déjà de produire un bien et un service. C'est-à-dire quand je commence à essayer d'identifier le besoin réel du client et que je n'essaye pas forcément de lui vendre le bien, le service qui a déjà été pensé, fabriqué, et donc j'essaye de faire rentrer ses besoins par rapport à mes propres contraintes en réalité de production. Nous, on renverse totalement ça, on dit, voilà, finalement, dans l'économie à fonctionnalité de la coopération, il va falloir co-construire la solution avec le client, et à partir de là, du coup, le commercial, il n'est pas là juste pour vendre, il est là pour coproduire la solution avec le client. Pour illustrer ce point-là, pour dire vraiment que les commerciaux sont des producteurs de services, on va prendre un exemple concret d'une entreprise qui s'appelle Flexink et qui est une imprimerie qui, maintenant, dans l'économie à fonctionnalité de la coopération, moins elle imprime et plus elle est rentable. Je laisse toujours un petit temps de réflexion pour montrer un petit peu la rupture forte quand même que cette structure a engagée. Et en fait, qu'est-ce qu'elle propose à ses clients? Elle propose en fait non plus d'imprimer des flyers ou des livrets de manière assez classique et traditionnelle, et surtout n'est pas là pour essayer à ses clients d'en acheter le plus possible, en leur disant mais si vous en achetez 600 plutôt que 500, ça vous coûtera moins cher en réalité, donc prenez-en plutôt 600. Et son métier, c'est plus du tout ça. Il est là il appelle ça accompagner ses clients dans un projet d'impression. Donc, la première chose qu'il fait, c'est de savoir à quoi ça va vous servir les livrets ou les flyers que vous voulez produire et s'intéresser le plus finement possible à l'usage de ces outils imprimés pour pouvoir au bout d'un moment questionner ensuite la quantité dont on a réellement besoin. Et dans les prémices de son nouveau modèle économique, il imaginait du coup se rémunérer sur les économies de flyers ou de papier qui étaient gaspillés. Et du coup, lorsqu'il allait chez son client à un premier rendez-vous, et qui posait déjà la question des usages des livrables et des flyers ou des livrets, mécaniquement, le client venait, par exemple, en demandant 500 flyers, il fait un entretien de 20 minutes, ça allait très vite des fois, avec le dirigeant d'entreprise qui questionne l'usage réel, et on passe de 500 flyers à, en fait, moitié moins, en réalité. Et juste, du coup, comme c'était sa promesse, son offre était d'accompagner ses clients à gaspiller moins et à communiquer mieux, juste en 20 minutes, il avait rendu ce service et produit ce service-là à ses clients. Mais du coup, se pose la question après de comment on contractualise, on viendra par la suite. Juste quand je prends cet exemple-là de cette entreprise, Romain, et qu'on affirme que le commercial, en fait, il n'est pas là juste pour vendre, et ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la production, qui est totalement intégré dans la production. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, déjà, je pense qu'il y a besoin d'un petit pas en arrière sur le métier de commercial, on pourrait dire, dans la logique industrielle, dans le mode de pensée industriel. Dans le mode de pensée industriel, on a d'un côté une production, donc un système de production qui crée des biens ou des quasi-biens, c'est-à-dire des services, mais qu'on a définis à l'avance. Et en fait, ces biens ou ces quasi-biens, ils existent avant même d'ailleurs qu'on les ait produits. C'est-à-dire du moment où l'ingénieur a dessiné la voiture, la voiture, elle existe. Après, c'est de la réalisation technique. C'est pas que c'est facile, mais tout est déjà là.
toute la valeur est censée être déjà là. Quand on l'applique à un service, on va dire que ce qui fait la valeur d'un cours, par exemple à l'université, c'est le fait de passer, c'est l'heure, l'unité, c'est des heures de cours. Bon, le contenu, en général, on n'en discute pas énormément comme ça, on fait confiance à la formation de l'enseignant, puisque c'est quand même des gens très formés, hein. Mais on a cette idée qu'une fois qu'on a rempli les cours, c'est bon, c'est tenu. Parce qu'il y a cette vision qu'il y a une production d'un côté, et puis après, le travail du commercial, c'est d'aller écouler cette production. Alors quand on parle de voitures, de boîtes, de verre, d'écrans de télé, de micros, ça marche, on peut dire, on voit pas de décalage très, très lourd là-dessus. Avec quand même un truc, c'est qu'on fait comme si la valeur, elle était contenue dans le micro. Mais vous voyez que là, il y a plein de micros aujourd'hui de mobilisés, hein. S'il y en a un qui est jamais utilisé de la journée, comme on l'a déjà acheté, en fait, il vaut autant que celui que je suis en train d'utiliser. On fait comme si c'était la même chose. Ils ont tous la valeur intrinsèquement. Et c'est ce que rencontrait Flexing, qu'il avait des gens qui achetaient des flyers pas chers. Mais ils disaient, regardez, mes flyers sont pas chers. Mais ils finissaient dans les armoires, ils servaient strictement à rien. Et donc avec un truc où, du moment où c'est acheté, c'est bon, la question de la valeur est réglée. Et donc le travail du commercial, c'est de pousser au maximum, de dire prenez pas 600, 700, montez, augmentez, ça baisse le prix unitaire, vous voyez pas la bonne affaire que vous faites, puisque chaque flyer est censé avoir de la valeur, plus vous en achetez, plus vous avez de valeur, et moins il est cher, plus c'est intéressant. Et donc comprendre que ça, donc du coup, ça donne un métier de commercial où c'est pas lui qui produit la valeur. La valeur elle est produite avant, puis après le client il se débrouille avec ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a livré. Dans une perspective servicielle, on se pose la question, ça sert à quoi ? En quoi ça rend service ? Et on peut la poser pour les micros, les caméras. La première question, c'est en quoi ça rend service ? Et donc là, on rentre dans quelque chose où ça ne rend pas service en soi. Il va falloir demander, mais vous allez en faire quoi des micros ? Est-ce que c'est pour parler, chanter ou alors c'est au cas où quelqu'un veut intervenir ? Parce que quand même, si on met du matériel d'extrêmement bonne qualité pour le chant, ça vaut le coup. Si c'est pour de la conférence, c'est peut-être un peu moins intéressant. Puis alors, si c'est pour faire le truc qui sauve au dernier moment de la réaction, bon, c'est peut-être pas exactement le même micro à chaque fois. C'est un peu rapide, mais pour donner cette idée-là. Et du coup, là, le travail du commercial, en fait, c'est dans le métier du consulting ou de l'intervention, on connaît bien ça, c'est de travailler la demande, de comprendre, et au fait, pourquoi vous en avez besoin. En prenant un risque très grand, que rencontrait Julien Dacosta, hein, et il continue d'ailleurs de le rencontrer, c'est le dirigeant de Flexing. Voilà, c'est le dirigeant de Flexing, exactement. En posant la question, on prend le risque que l'autre dise oui, mais au fait, vous avez raison, j'ai pas besoin de micro, j'ai pas besoin d'imprimer. En fait, moi, j'en ai pas besoin du tout. Et alors, si on fait ça, on se retrouve. L'autre, il est très content, il a fait une économie de tout. Il dépense rien et il gaspille rien. Top. Par contre, le commercial ne rapporte rien à son entreprise. Alors qu'il a produit de la valeur. Ne serait-ce que par l'effet d'évitement de gaspillage, il a produit de la valeur. En plus, il a rendu les idées plus claires à son client sur ce que ça veut dire imprimer. Donc ce déplacement-là fait qu'il est déjà en train de produire un service. En fait, c'est vraiment, quand je parlais tout à l'heure des mutations structurelles, un truc extrêmement différent entre le bien et le service. Le bien, ça se stocke, ça s'identifie en amont, ça se distribue, on y accède globalement quand on l'achète. Donc ça, c'est le bien. Le service, ça ne se stocke pas. On ne peut pas à l'avance se dire, bon, je vais stocker des rendez-vous clients, là j'ai le temps, j'en fais plein, et puis je les déroulerai plus tard. Mais non, il faut être dedans, on est là. Ensuite, à l'avance, on ne sait pas ce que ça produit. Il ne sait pas si son client, il s'est déjà posé la question, s'il est équipé pour, s'il est organisé pour. Et c'est souvent un truc qu'il rencontre, Julien, il a des gens où les gens ne savent pas dire comment les commerciaux, par exemple, vont utiliser les flyers. Alors, on ne s'est jamais posé la question. Puis il y en a d'autres, ça fait longtemps qu'ils se posent la question et donc ils peuvent amener des réponses claires. Il y en a qui aussi savent s'adresser à un imprimeur, d'autres pas du tout. C'est la première fois de leur vie. Donc ils envoient des fichiers pas comme il faut. Ils travaillent pas en fait. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc il faut quasiment les professionnaliser avant de commencer à produire. En fait, ce que ça pose, c'est que la division que l'on fait habituellement entre un travail de distribution, un travail de commercial et un travail de production, elle n'est pas pertinente dans le modèle, dans la perspective d'une dynamique servicielle. Ça n'est pas pertinent. Vous voyez, derrière cette question-là, c'est du coup, dans le service, on a une chose, c'est que
aussi, on est pris on pourrait dire, dans une dynamique réelle, dans le mouvement concret de production avec les clients. Et donc, on a des variations très grandes de ce qu'on va être capable de produire. Et avec un truc, c'est que pour être efficace dans la production, il ne s'agit pas de raconter, de passer plein de temps avec le client. Il faut aussi être capable d'avoir en tête, pour Julien par exemple, ce que ça veut dire du côté du travail de production derrière. Parce qu'il y a quand même des flyers qui risquent d'être produits. Il faut avoir cette réactivité, cette capacité-là. Et donc, en fait, le commercial, il ne se dépasse pas tout seul à pousser des boîtes qui ont été définies par d'autres. Ce qu'il va faire a une incidence sur ce qu'il y aura à produire, y compris du côté des biens. Et ça, c'est un autre déplacement très fort, parce que jusqu'ici, on ne demandait pas aux commerciaux de devenir des concepteurs, y compris d'avoir leur nez dans la conception des biens ou des quasi-biens que l'on mettait en distribution. On leur demandait juste, le produit est là, pousser les produits. Ensuite, ça fait cette jonction aussi avec ce que tu dis sur... Quand tu disais les dirigeants sont retournés vers leurs équipes et on leur a dit vous êtes un poète, ou vers des clients vous êtes un poète. Pour moi, c'est cette dimension de, on ne se rend pas compte que derrière le modèle économique industriel, la logique industrielle, en fait, il y a une naturalisation des concepts du monde industriel. Le marché, ça paraît naturel. L'achat-vente, l'offre et la demande, qu'il existerait une demande comme ça dans la tête des gens qui attend juste qu'on vienne la collecter, ça paraît naturel. En vrai, ça ne se passe jamais comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas toc toc, bonjour monsieur le client, j'ai des flyers. Ah, parfait, ça correspond exactement à ce que je voulais. Ça vous rend service exactement. Hop, et on a deviné à l'avance, sauf à se dire qu'on est très très fort en anticipation, mais quand même. Et donc on a en fait des impensés. Et on va en discuter beaucoup là, parce que les commerciaux, du coup, dans leur travail, c'est comment ils mettent au travail, dans la relation avec le client, justement ces impensés. Comment ils arrivent, non pas à les convaincre, à les faire adhérer à un discours. Ça, ils savent très bien faire. D'ailleurs, c'était une des premières questions qui était posée par les commerciaux. C'est quoi l'argumentaire de l'EFC? Mais ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle boîte, comment je la vends, quoi. Là, c'est vraiment de se dire comment, dans mon travail de commercial, je ne suis pas amené à faire de l'argumentaire, mais à commencer à produire la trajectoire de mon client. Avant de passer à l'autre enjeu, l'autre repère professionnel finalement du travail de commercial dans une logique relevant des nouveaux modèles économiques, faire peut-être une distinction à travers le mot valeur. Tu disais que quelque part, lorsque je rends service réellement à mon client et que je ne capte, j'ai rien facturé, j'ai quand même créé de la valeur. Donc du coup, en fait, faut peut-être s'entendre, c'est dans notre vision des choses, on a tendance à distinguer ce qu'on appelle la valeur d'usage, du coup, c'est en quoi c'est utile, ce que l'on apporte aux différents bénéficiaires, et puis la valeur monétaire, qui est voilà, là pour le coup la question de l'argent. En fait, il y a une décorrélation très forte entre cette valeur d'usage et cette valeur monétaire qui ne devrait pas y avoir. En réalité, normalement, lorsqu'on rend service, l'enjeu, normalement, dans un modèle économique, c'est on est rémunéré pour les effets utiles que l'on apporte. Et en fait, là, à travers le cas de Flexink, on se rend compte que ce n'est pas du tout parce qu'on crée des effets utiles, ce n'est pas parce qu'on rend réellement service à notre client, en réalité, que mécaniquement, on gagne de l'argent. Même, on pourrait dire, même quand on détruit de la valeur. Parce que pour le cas de Flexink, c'est vraiment de la destruction de valeur. C'est-à-dire, valeur d'usage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une désutilité. Les économistes diraient ça comme ça. C'est une désutilité. Parce que non seulement ça prend de la place, tous ces flyers qu'on n'utilise pas, puis ils vont finir à la benne. Donc ils auront créé zéro d'usage, effectivement, pas du tout d'utilité, et ils auront encombré plus, seront devenus des déchets. Donc c'est aussi effectivement ça. Pour moi, derrière cette question-là, c'est vraiment une des hypothèses très fortes de la théorie économique qui est sous-jacente au modèle industriel, à la logique industrielle. C'est une expression qu'utilisait beaucoup un économiste qui s'appelle Milton Friedman, le as-if. Alors je l'étends un peu, c'est pas celui de Milton Friedman partout, mais je trouve que le comme si, il est central dans cette affaire. C'est-à-dire, du moment où j'ai acheté le flyer, je fais comme si le fait de l'avoir acheté, ça réglait la question de l'utilité. Si je l'ai acheté, c'est que j'en avais une utilité. Et je le sais à l'avance, puisque sinon je ne l'achète pas. Donc, en fait, on fait comme si l'acheteur
sait à l'avance toute l'utilité que ça va lui apporter, sait la comparer, etc. Comme si, du moment où on a fait l'opération d'achat, on réalise la valeur, et donc on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à côté ou en vrai. C'est un point sur lequel enfin, qui n'est pas si évident que ça à comprendre, mais les modèles économiques, c'est à la fois des dimensions de représentation, c'est-à-dire c'est un mode de pensée, nous on dit ça comme ça, un mode de pensée, mais c'est aussi en lien avec un rapport au réel. Et alors, on parle du métier, vous voyez, ça peut paraître un peu incongru de parler de métier. Et tu as beaucoup parlé dans ton introduction de la question aussi du travail du commercial. Et en fait, parce que là, c'est un point très fort chez Athemis et dans l'écho de la fonctionnalité, on pourrait dire en général, c'est les questions les plus intéressantes, en fait. Elles passent par la compréhension de ce qui joue dans le travail. Et c'est dans le travail qu'on va comprendre que, vous voyez, c'est pas un problème d'écart théorique. Qu'on pense l'économie à partir de ces choses-là, moi, ça me dérange moyennement, à vrai dire. Enfin, c'est un débat d'économistes. Mais ce qui est difficile, c'est que des dirigeants organisent leur stratégie en faisant comme si c'était des processus naturels et vrais pour eux. Et là, il y a un problème parce que du coup, on se retrouve avec des commerciaux pris quelque part dans une résistance, une incapacité à comprendre cette orientation nouvelle parce que ça vient heurter des impensés. Quand tu disais, on appelait le parcours d'accompagnement le premier point un sas de déformation. C'est pas nous qui l'avons nommé comme ça, hein. C'est les dirigeants de la première session qui ont en retour nommé comme ça ce sas, parce qu'en fait, on a dénaturalisé des choses qui étaient complètement naturalisées et indiscutables, on pourrait dire, dans les représentations qu'on a de l'activité. Tout ça pour dire que derrière cette question enfin, dans ce qu'on va traiter là aujourd'hui, il y a toujours cette question un peu à deux niveaux, c'est-à-dire comment on crée d'autres paires de lunettes. Je parlais de lunettes tout à l'heure, donc d'autres paires de lunettes qui permettent de regarder autrement. Mais regardez quoi? Regardez le réel du travail à l'œuvre. Et poser cette question, ça vaut quoi votre truc? Ah, mais c'est vachement important pour moi d'avoir des flyers. Non, non, attendez. Comment? Qu'est-ce que ça produit? Qui les utilise? Comment ils les utilisent? En quoi c'est porteur de valeur? Et ça, c'est des questions qu'on n'a pas normalement l'habitude de poser quand on est commercial, puisque notre but, c'est surtout pas de poser. Vous imaginez le type qui dit bah non, c'est vrai, j'en ai pas besoin. Il faut être dingo dans le modèle industriel pour faire ça. Dans le pied. Exactement. Dans le modèle serviciel, c'est justement comment on va, notamment en changeant la manière d'approcher, s'autoriser à faire ça. Non seulement s'autoriser, mais se dire c'est ça la production de valeur. Et donc réaligner le contenu réel du travail avec les enjeux de modèle économique. Je regardais s'il y avait des questions de la part des internautes et je vois qu'il y a du coup effectivement une question. Vous parlez d'émergence de problématiques. Quelles sont ces problématiques? Alors j'invite l'internaute peut-être à préciser un petit peu cette question parce que des problématiques on en a posé à plusieurs niveaux. Celle du modèle industriel. D'accord. Mais peut-être pour donner juste quelques points sur ces limites du modèle industriel. La logique industrielle, elle rencontre, on pourrait dire, des impasses du côté économique. On a une stratégie de volume. Pour être un bon industriel, il faut faire beaucoup de quantité, ça permet de bénéficier de gains de productivité, ça permet en fait d'être plus efficace dans la production. Le problème, c'est que comme tous les industriels ont exactement la même chose en tête, très vite, ça conduit à ce qu'on appelle la saturation des marchés. Et donc la saturation des marchés, c'est derrière une tension sur les marges, la concurrence exacerbée, qui a comme seule réponse la concurrence exacerbée. C'est-à-dire le moyen de lutter, c'est de tirer mes prix encore vers le bas. Pour tirer mes prix vers le bas, qu'est-ce que je fais? De la productivité. Comment je la fais? J'augmente le volume. Et donc on a une machine qui génère de la saturation des marchés. Et on le voit d'ailleurs avec alors, il y a des courbes en économie sur la diffusion des produits, la vitesse de diffusion des produits. Pensez au smartphone, hein, le temps d'installation du smartphone dans le marché français, il a été assez court avant que tout le monde ait au moins un smartphone. Maintenant, on a quasiment tous les ans un renouvellement de ce marché qui se sature extrêmement vite. Et donc, on a, c'est un peu rapide, mais on a, ça c'est une première très grosse limite, qui ensuite est prise dans une limite environnementale, c'est que la stratégie de volume, elle se heurte au plafond de ce qu'on appelle les ressources. Vous savez, il y a ces stats sur le nombre de planètes qu'on consomme à l'année. Et en fait, il y a pas mal d'industries extractives qui fait qu'on pompe toujours plus de ressources sur la Terre par rapport à ce qu'elle est capable de produire ou ce qui est tenable de produire dans une année.
Après, il y a un autre aspect, c'est que c'est aussi générateur de tout un tas d'effets environnementaux. Nous, on appelle ça d'externalités négatives environnementales, que ce soit de la pollution, des gaz à effet de serre, enfin tous les effets qu'on peut imaginer. Et puis derrière, il y a des dimensions aussi de ce que ça fait aux travailleurs qui sont embarqués là-dedans, puisque la stratégie de volume, c'est aussi une stratégie d'intensification du travail qui se retrouve sur ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, hein, les tendinites, les épaules et le dos qui grincent, hein, le mal du siècle, vous savez, le dos. Et puis aussi les risques psychosociaux, c'est-à-dire le fait, ce qu'on appelle le burn-out ou dans le pire des cas, les dimensions de suicide au travail, qui quand même sont des phénomènes pas anciens. C'est-à-dire que au 19e siècle, le travail était dur et pourtant, on ne trouve pas les mêmes types de pression sur le travail. Il y a d'autres formes, hein, ce n'était pas non plus la fête de travailler au 19e siècle, mais quand même, il n'y a pas exactement, enfin, on n'est pas dans les... Il y a vraiment des phénomènes nouveaux sur ces questions-là. Et d'ailleurs, même du côté des troubles musculo-squelettiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a tous en tête Chaplin qui serre ses boulons, il y a aussi un développement des troubles musculo-squelettiques encore aujourd'hui. Il y a aussi le développement spectaculaire des risques psychosociaux, des maladies, enfin d'ailleurs de la dépression, ce genre de choses. C'est quelque chose aussi de relativement récent. Et donc c'est ça les problématiques en émergence. Alors si on l'a dit comme ça, je comprends que c'était obscur, mais les problématiques en émergence, c'est-à-dire les sujets qui apparaissent aujourd'hui et que le mode de pensée classique n'arrive pas à prendre en charge. Et surtout qu'ils ne sont pas silotés en fait. La question du modèle économique, elle permet d'embrasser toutes ces problématiques et d'y répondre quasiment en même temps, quoi. Donc c'est pas un petit enjeu de pertinence, quoi, dans la réponse. Oui, c'est articulé. Vous voyez, si je prends la question, par exemple, on pose souvent cette question du sens au travail, avec cette idée qui est très présente aujourd'hui, qui est quand même, il y a 40 ans, je ne sais pas si on se posait la question du sens au travail. Hein. Mais donc cette question du sens au travail, mettez-vous dans la peau du commercial de Julien Dacosta qui se retrouve devant un dilemme. Est-ce que je le dis au client que je vais lui faire des économies ou pas? Si je lui dis, il a toute la valeur, on gagne 0. Si je lui dis pas, je peux, y compris, réaliser la valeur de mon entreprise. Donc je suis amené à me dire, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je lui dis pas. Je le sais, mais je cache ce que je sais ou pas? Alors que pour convaincre le client, en même temps, il faut qu'il sente de la sincérité. Ça commence à devenir compliqué de faire sentir de la sincérité en sachant qu'on ment et en se disant qu'en même temps on ment pour une bonne raison qui est faire tourner l'entreprise dans laquelle je suis embauché. Vous voyez, des dilemmes comme ça, des nœuds au cerveau, il y a de quoi s'en faire aujourd'hui. Pensez à tout ce qu'on entend sur le discours, par exemple dans les EHPAD, sur les questions de bien-traitance, les gens qui regardent les plaquettes où on vend des séjours heureux pour les anciens et puis qui se disent je dois utiliser un lève-personne pour aller plus vite pour le lever couché. Ils disent attendez, sur la plaquette, on a des vieilles personnes souriantes assises sur des bancs à l'extérieur. En vrai, on les lève à la grue, c'est un peu cru, mais voilà. Et donc, moi, je suis pris dans le truc de qu'est-ce que je fais? Je tiens la plaquette, je fais le travail pour obtenir la rentabilité nécessaire. Comment je m'y prends? Et c'est ce dilemme-là que ne permet pas de penser complètement du coup, la grille classique d'abord pour aborder l'économie. Aussi, excellente question sur laquelle je pense on reviendra plus longuement aussi par la suite, c'est comment on sait qu'on a créé de la valeur avec le client s'il n'y a pas eu de vente. Et justement, on y reviendra sur la manière de comment on contractualise des choses qui sont très immatérielles. Si on facture plus des flyers, qu'est-ce qu'on facture, quoi? Et si ces effets de rendre service au client, c'est très abscon comme ça. Mais je pense qu'on y reviendra plus en détail peut-être par la suite, où tu veux peut-être apporter un bout de réponse. Un tout petit truc pour montrer le lien avec la dimension conceptuelle. En fait, ça veut dire qu'on n'est pas dans une valeur en soi, qu'on pourrait regarder de loin et dire ah bah oui, elle est là la valeur. C'est indiscutable. On rentre dans un truc où la valeur, c'est aussi une construction de ce qu'on y met, nous, comme valeur. Vous voyez que la valeur des flyers, elle n'est pas contenue dans un traitement de prix. Ce n'est pas le prix qui dit la valeur des flyers. La valeur, elle vient de l'accord, du consensus qui se fait entre l'utilisateur et le fournisseur. Ça vaut quelque chose à leurs yeux.
Donc il y a une dimension, enfin c'est pas un petit coup de canif sur les questions de valeur. Il y a beaucoup de débats en économie d'ailleurs, dans la théorie économique sur les questions de valeur. Hein. Mais ça veut dire que c'est une mise à distance d'une valeur qui est vue comme indiscutable et en substance. Une voiture, elle vaut parce qu'elle est produite. Elle vaut, voilà. Et c'est stable, ça bouge pas. Quand on rentre dans la question de l'usage, elle va valoir par rapport à des intentions, à une envie, à un besoin. Et donc, elle ne vaut pas en elle-même. Alors, on reviendra sur les questions de comment on fait quand il n'y a pas de vente ou quand on a des effets de type immatériel ou moins visibles, effectivement. On va effectivement traiter un autre enjeu assez redoutable aussi, celui-là auquel sont confrontés les commerciaux qui s'engagent dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est notamment le fait que pour pouvoir réussir aussi à contractualiser dans cette logique-là, on est obligé à ce que le client il coopère avec nous, c'est-à-dire à rentrer dans cette même logique-là de regarder différemment ce qui vaut, à aussi pas être dans une relation de donneur d'ordre prestataire en disant voilà, j'ai demandé ça, je l'exige et parce que je suis le client, je vais l'avoir. Plutôt dans une logique de rapport de force. Tout ça, dans notre modèle, ça tombe à l'eau, ça ne peut pas marcher. On est obligé de coopérer pour se mettre d'accord sur, un, qu'est-ce qu'on va produire, deux, comment on va le produire, et ensuite, trois, qu'est-ce que ça vaut, également. Et du coup, la coopération, ça ne tombe pas du ciel non plus comme ça. C'est pas juste un enjeu de personne, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on partage les valeurs sur la question du développement durable ou sur la question du respect ou je ne sais quoi encore, que de fait, on va naturellement coopérer ensemble. En fait, la coopération, c'est du travail. C'est l'une de nos phrases t-shirt au Club Noé dans le parcours des commerciaux. La coopération, c'est vraiment, vraiment un travail. Et ce n'est pas un travail facile, loin de là. Pour pouvoir illustrer un peu cette dimension de comment on arrive à faire rentrer le client dans une dimension de coopération, on va changer le domaine d'activité. On va quitter l'imprimerie pour aller regarder du côté d'une entreprise qui regroupe des architectes et qui, dans le cadre de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, n'est pas là du tout pour essayer de produire une maison ou un bâtiment pour produire une maison et un bâtiment. Là encore une fois, la question de l'utilité et de l'usage de ce bâtiment, c'est la question centrale, une des questions centrales du métier de ces architectes maintenant. Et ce qu'ils proposent à ces clients, c'est pas tant le résultat du bâtiment, c'est dire, voilà, moi j'ai une méthode d'accompagnement pour aller penser toutes les dimensions liées à l'habiter dans ce bâtiment. Notamment, par exemple, il y a eu un cas concret entre deux adhérents, donc cet architecte-là et un autre adhérent client, où la demande qui avait été formulée à l'architecte, c'était de dire, voilà, je déménage dans des nouveaux locaux. Moi, ma préoccupation pour ces nouveaux locaux, c'est que, mes collaborateurs, ils travaillent mieux entre eux, ils coopèrent mieux, les espaces tels qu'ils sont aujourd'hui sont cloisonnés de telle manière à ce qu'il y a un vrai problème dans la coopération entre les personnes. Et deux aussi, la question du bien-être au travail, la question de l'espace dans lequel on est, où ils étaient à l'époque, faisait que, c'est vrai, c'était pas un espace très, très accueillant et qui jouait un rôle plus positif dans la question du bien-être au travail. Donc voilà les clés, la demande de départ, qui heureusement est une demande plutôt, là pour le coup, servicielle, plutôt dans l'économie à fonctionnalité. Je veux pas juste un bâtiment, j'ai déjà un peu travaillé d'ailleurs ce dont j'ai réellement besoin. Et cet architecte, du coup, a mis en place toute une méthode d'accompagnement, et c'est ça d'ailleurs qu'il a facturé, auprès de ce client-là, et aussi en faisant venir d'autres structures du bâtiment dès la conception du bâtiment pour pouvoir répondre aux enjeux de coopération et aux enjeux de bien-être. Et là, on a un exemple très très concret d'une coopération entre une entreprise et son client. Et j'insiste vraiment sur le fait, sur la méthode qui a été proposée par cet architecte, c'est-à-dire que les différentes phases d'accompagnement, parce que c'est un accompagnement, elles ont été pensées par l'architecte, elles sont bien calibrées. On sait ce qu'on va demander également au client à telle phase, parce qu'on ne pourra pas aboutir au projet si lui-même ne se met pas au travail, et du coup je vais également organiser son travail, jusqu'à ce qu'arrive un certain nombre d'effets utiles qu'on avait co-construits ensemble. Au passage, l'expérience que j'ai citée, là, concrète d'une entreprise qui changeait de locaux, les résultats très, très concrets auxquels ça aboutit, c'était déjà les délais ont été
non seulement respecté, mais même plutôt diminué, ce qui est plus que rare quand même dans la question du bâtiment, sachant que quand l'architecte avait évalué le délai pour faire les travaux de réaménagement, il a évalué ça à peu près 1 an de travaux. Et l'entreprise, le client lui a dit, mais moi dans 8 mois, j'ai plus mes locaux, il faut que je déménage. Donc ils ont respecté les 6 mois, alors qu'au départ c'était prévu 1 an. La question également de la coopération entre les collaborateurs de ce client et la question du bien-être, ça a été évalué et ils sont parvenus à cet objectif-là, parce qu'en plus, ils ont été partie prenante. C'est pas simplement, on a pensé à la place des collaborateurs, du client, de quoi ils ont besoin pour pouvoir mieux travailler ensemble et être mieux dans leur travail. On a fait un travail, l'architecte a fait un travail d'animation, d'atelier, etc., pour pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Et surtout, tout le monde, à la fin, en termes de résultats, s'est retrouvé économiquement, alors que le budget qui avait été proposé a été divisé par 2, puisque le client, en l'occurrence, avait eu un certain nombre de difficultés économiques, et pour autant, tout le monde, à la fin, s'y est retrouvé économiquement, alors que c'était loin d'être gagné. Quand je relate cette expérience concrète, là, vraiment d'une coopération dans le cadre d'un projet qui relève d'une logique servicielle et de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qu'est-ce que tu vois du coup dans cette expérience? Pour moi, il y a effectivement un peu l'essentiel de ce qu'on a mis au travail du coup avec les commerciaux dans le dispositif de Noé. C'est-à-dire, la première question, c'est bien celle de ne pas prendre le client comme prêt, et donc de ce que ça demande comme effort. Et effectivement, alors même si là on a un client qui avait déjà un peu réfléchi à la question, c'est pas parce qu'il l'a réfléchi qu'en même temps il est devenu architecte. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de faire appel à un architecte, c'est quand on n'est pas soi-même en capacité de prendre en charge ce travail-là. Donc ça, c'est un premier point, c'est où il en est le client et comment je le rejoins là où il en est. Et comment je lui donne la possibilité aussi de prendre le train en marche, parce qu'on va avoir besoin de lui, il faut non seulement qu'on sache ce qu'il veut, mais qu'on puisse organiser le travail avec lui, qu'il puisse participer, contribuer, en fait, coopérer avec nous et donc se poser la question de comment on fait ça. Et donc là, on voit qu'il y a une méthode qui est mise en place, mais cette question, elle est présente pour tous les commerciaux. Il en est où, mon client, de sa compréhension du besoin, de son intention, de sa compréhension de mon métier aussi, parce que c'est quand même très rare vraiment d'avoir des clients éclairés complètement sur notre métier. Enfin, on pourrait dire, alors, globalement, on a plutôt des clients qui peuvent éventuellement avoir l'habitude d'eux, mais ils ne sont pas professionnels du métier qu'ils demandent. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une fois qu'on sait où il en est et comment on organise du coup sa possibilité de nous rejoindre, et puis ensuite de tenir cette mise au travail, alors pas coûte que coûte, c'est-à-dire qu'on continue finalement le travail d'élaboration à la demande au fur et à mesure qu'on fait, avec une difficulté que, pour le coup, l'architecte, là, qui était membre d'ailleurs des commerciaux dans le groupe, a mis en place, c'est-à-dire c'est aussi comment on informe le client du risque que représente, par exemple, ces changements d'avis. Il va se dire, finalement, je préférerais autre chose. C'est-à-dire, oui, mais là, tu nous fais revenir en arrière dans le développement de ce qu'on a commencé à produire. Donc aussi de donner à voir les conséquences, en fait, les contraintes que génèrent les choix du client pour sa propre entreprise. Et derrière, le travail que ça représente, et mettre tout de suite en discussion, on peut le faire. Mais alors, combien ça vaut ? Parce qu'on ne va pas réinventer en permanence. On a besoin aussi à un moment de se réaccorder, de poser, de dire si c'est vraiment plus pertinent, allons-y. Mais comment on fait pour pas que ça devienne une dérive qui fait qu'on n'arrive jamais au bout ? Parce qu'on pourrait passer notre vie à reconcevoir, sans jamais accoucher de quoi que ce soit. Donc là, pour moi, c'est un autre point important, c'est que le commercial, il est aussi un peu chef d'orchestre, il rythme un peu cette question-là. Il est là pour que, en même temps, la partition avance, ce qu'on joue ensemble, ça finisse par quand même produire quelque chose, atterrir, et donc être quelque part, tu disais, organisé chez le client. C'est une vraie question de savoir comment on fait pour que, quand on découvre, je reprends l'exemple de Flexing, mais quand Julien découvre que son client ne sait pas comment sont utilisés les documents, on peut s'arrêter là, dire bon, c'est tout, vous savez pas, tant pis. Ou on peut dire mais ça vous intéresse pas de savoir. Et derrière la question de changer de modèle
vers de l'impression à cette question des projets d'impression, c'est-à-dire mais en fait vous pouvez pas faire de l'impression si vous faites pas le travail d'un projet. Donc vous demandez ça, mais en fait il vous faut autre chose. Alors c'est pas toujours simple à entendre, hein, de se dire on va pas répondre à la demande d'un client en lui disant vous pensez que vous avez besoin de ça, mais en fait c'est pas vrai, vous avez besoin d'autre chose. Alors qu'en fait c'est la garantie quelque part pour le client d'avoir un truc qui correspond à ce dont il a besoin. Mais en mettant aussi en discussion le fait que vous voyez, enfin, on n'est pas obligé, c'est pas obligé. Ce qu'on produit à la fin, c'est pas obligatoirement beaucoup plus cher déjà, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus coûteux plutôt que cher. Bon, je vais dire ça pourquoi après, mais c'est pas beaucoup plus coûteux. Ça représente pas forcément beaucoup plus de dépenses. Par contre, c'est certain que ça vaut plus. C'est-à-dire qu'il y a plus de corrélation entre la dépense et ce que ça vaut. Et ça, c'est un truc on a été beaucoup confronté à ça dans le parcours commercial, à cette difficulté de se dire, je pense pour mon client, je pense à sa place. Moi, je suis architecte, je sais ce que c'est un bon projet, je vais le faire dans mon coin. Ce qui n'était pas le cas du coup de l'entreprise en question, de l'architecte en question, mais de se dire, je vais vouloir pour lui. Il me demande des flyers, mais c'est pas des flyers qu'il faut, c'est autre chose. Et donc, je vais le pousser. Mais en fait, qu'il y ait un retour de la logique industrielle où on se met pas à s'intéresser au réel du client. Par contre, ce que ça donne, c'est en fait un truc délétère où on dit ouais mais et on retombe dans ce que tu disais au début de dire mes clients me prennent pour un poète. Ça devient du discours. Alors que le pari et ce qu'a mis en œuvre notamment là dans le cadre de ce que tu disais l'architecte avec Envergure architecte, on va même les citer pour. ouais avec Citeo qui était le client. Ce qui s'est mis en place, c'est bien prendre concrètement le travail de coélaboration. Et du coup, on n'est pas juste dans le discours commercial. Je m'étais noté une petite phrase pour illustrer ça. Le but dans l'EFC, c'est pas de vendre une solution EFC, c'est-à-dire ah j'ai compris votre demande, c'est vachement bien, je traduis ça en une offre que je pousse et vous appliquez. C'est de mobiliser l'EFC pour aider à co-construire avec le client. Donc l'EFC, c'est la boîte à outils pour. Il n'y a pas à construire a priori des réponses qui seraient des sortes de réponses universelles pour tous. Et les clients, en fait, ils ont des situations très variables, très différentes l'un à l'autre, et pas tous la même question. S'ils ont commencé à travailler avant, tant mieux, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'on va bosser plus vite, on va être meilleur, et donc c'est très bien. S'ils l'ont pas fait, comment on les aide à faire le chemin que demande finalement l'engagement dans une solution EFC. Là, on vient du coup de travailler le deuxième enjeu important pour le nouveau métier, le nouveau travail des commerciaux qui était la coopération avec le client, après avoir identifié que les commerciaux produisent. Maintenant, on va regarder un troisième enjeu qui est encore lié à la coopération, encore et toujours, qui est notamment la coopération en interne. Pour pouvoir illustrer un peu ce propos, je vais partir d'un cas d'une entreprise qui s'appelle HD Automatisme et qui fait de la maintenance de machines-outils. Et du coup, dans le cadre de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, l'entreprise se rend compte d'un certain nombre de limites, et notamment d'une certaine limite qui était, mais en fait, je vends des contrats de maintenance assez classiques, tout faits, qui sont grosso modo les mêmes pour tous mes clients. Et en fait, les techniciens qui vont réaliser cette maintenance sur les machines-outils, des fois font 400, 500 km pour changer d'huile. Donc en termes de valeur ajoutée ou d'effet utile apporté au client, c'est discutable. Et en termes de sens au travail pour les techniciens, il y a quand même un fort sentiment d'avoir perdu son temps, sans compter aussi l'impact environnemental de ce déplacement. Du coup, la nouvelle stratégie de développement d'HD Automatisme, c'est pas basé sur essayer de pousser toujours plus et vendre toujours plus de contrats de maintenance standard, mais en fait de se mettre d'accord avec le client sur quels sont les différents types d'actions, les différents entre guillemets travaux de maintenance à faire sur les machines qui, eux, ont une réelle valeur ajoutée, qui peuvent être simplement réalisés par HD Automatisme parce que ça nécessite une expertise très importante que eux détiennent et pas le client, mais aussi une partie que le client peut faire lui-même. Donc on retrouve aussi du coup cette question de la coopération avec le client, mais c'est pas là où on veut en venir. La question c'est que
pouvoir élaborer ces contrats de maintenance, le commercial, il n'a pas l'expertise technique. Il ne sait pas. Donc il est obligé de construire cette offre en embarquant avec lui, entre guillemets, un technicien de chez HD Automatisme pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va co-construire, proposer au client au regard de ses besoins réels. Sauf que là, il y a une vraie problématique. Une vraie problématique, c'est que pendant que, quelque part, le technicien vient aider le commercial à faire son travail pour pouvoir proposer un service qui est réellement pertinent pour le client, lui, il n'est pas en atelier en train réellement réparer des machines, quoi. Il est là pour, quelque part, aider le commercial à faire son devis. Problématique, donc du coup, voilà, c'est un temps pensé d'une manière un peu classique pour le technicien qui pourrait être considéré comme non productif. Et aussi, autre problématique qui a été confrontée, c'est que c'est bien gentil que j'aide le commercial à faire le devis le plus pertinent qui, en plus, les 3 quarts du temps se concrétise, même plus que les 3 quarts du temps, quasiment 100% du temps qui font cette démarche de venir ensemble, il y a un taux de transformation de 100%. Le client, il signe. Et sauf qu'au bout d'un moment, la prime liée à la vente de ce contrat, il n'y en a qu'un qui le touche. C'est le commercial, parce que historiquement, les commerciaux, dans leur mode de revenus, l'idée, c'est plutôt de valoriser leur travail de manière monétaire en faisant jouer sur la question du variable, et variable, forcément, revenu variable qui dépend de la vente toujours plus importante de nouveaux contrats. Donc du coup, le technicien, lui, il a l'impression, en gros, de bosser davantage pour en fait que ça bénéficie monétairement simplement au commercial. Donc l'entreprise s'est dit tout ça, ça ne marche pas. Il va falloir que je revoie le mode de rémunération des commerciaux, mais aussi que je redéfinisse le travail du technicien qui va devoir se soucier des enjeux de commercialisation, et pareil, le commercial qui va devoir se soucier des enjeux techniques d'intervention des techniciens sur telle ou telle machine. Donc la frontière entre commercial d'un côté et technicien de l'autre est cassée quasiment. Et c'est ça qu'a réussi, c'est Paris qui a réussi à faire HD Automatisme, qui s'est d'ailleurs concrétisé par des ventes beaucoup plus pertinentes et un taux de transformation assez remarquable. Voilà, quand je relate cette expérience, toujours le même exercice. Monsieur Demissy, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, ça montre, en fait, dans l'intervention précédente, là on parlait de professionnalisation. En fait, c'est un exercice assez intéressant dans les entreprises de voir comment cette coopération entre le technicien et le commercial, non seulement c'est une nécessité pour concevoir des solutions qui soient pertinentes, pas simplement, c'est pas le besoin du client tout seul qui fait la pertinence, c'est aussi la capacité à mobiliser de manière pertinente les réponses, notamment techniques, qui correspondent à ce besoin. Donc ça, c'est un premier point, c'est cette question du besoin de cette coopération pour tenir un bon niveau de pertinence dans les réponses et dans la conception de ces réponses. Mais c'est aussi qu'à travers ça, finalement, il y a une sorte de travail de fond derrière cette coopération qui permet à la fois au commercial de développer un œil de technicien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il devient technicien lui-même, hein, mais quand même, il sait un peu les questions qui sont posées. Il sait où regarder. C'est ça, il sait où regarder, il sait à quoi il doit faire attention, il sait... alors, quand il a le technicien qui l'embarque avec lui, c'est encore mieux, il a les 2 yeux du technicien avec. Mais ça lui permet aussi, quand il est seul, de développer cette capacité à adresser des questions fondées aux techniciens. Et en fait, ça renforce la pertinence de ses propres démarches en tant que commercial. Après, du côté du technicien, c'est aussi, il faut voir, notamment chez HD, c'est particulièrement important, mais les techniciens, ils sont souvent chez les clients. Là, on casse un autre a priori, c'est que le temps commercial, c'est au début, puis après, il y a la réalisation, puis ensuite, il y a un retemps commercial quand on négocie le renouvellement du contrat. Là, il y a la possibilité d'avoir aussi une élaboration commerciale un peu continue. Parce que le type qui vient dépanner, il va voir ce qu'il y a autour. On avait fait une séance de retour d'expérience avec lui, ou avec le commercial de l'entreprise d'HD, François, et il nous expliquait combien il avait des techniciens qui avaient développé un regard. En fait, toutes les affaires potentielles à développer, il pouvait les voir. Donc ça, c'est quand même un effet extrêmement intéressant aussi de se dire que la fonction commerciale, bien sûr, il y en a un dont c'est la préoccupation principale, c'est son métier d'élaborer en fait la trajectoire qu'il fait avec le client.
Et en même temps, elle se nourrit en fait de l'expérience commune qu'on crée avec l'entreprise cliente. Et c'est une expérience qui passe aussi par les techniciens, par les administratifs peut-être. Et en fait, ça permet de repositionner la stratégie commerciale, non pas comme le rôle seul et unique des commerciaux, mais comme animé particulièrement par les commerciaux. Après, on retombe sur cette question effectivement dans les cadres un peu habituels, les repères classiques, le paiement, la rémunération des commerciaux à l'efficacité, on va dire ça comme ça. Alors, plus vous avez fait de contrats, l'intéressement sur les contrats, qui pose un vrai problème de coopération, à vrai dire en interne, puisque effectivement, le partage des fruits de l'effort commercial, s'il est sur une base biaisée, on se retrouve avec les techniciens vont être sympas un temps, puis après ils vont dire ouais mais moi j'ai aussi mes propres objectifs, j'ai aussi l'évaluation de mon propre travail. Alors là, ça soulève un sujet extrêmement important. On en a un peu parlé dans la session précédente, hein, qui est aussi de voir comment on fait une évaluation de la contribution ou du travail que ça demande pour les uns les autres, comment on reconnaît aussi cette participation. Et la reconnaissance, elle ne passe pas que par la rémunération, mais ça en fait partie quand même, cette question. Et donc de voir comment on a aussi des modes de rémunération, d'organisation, d'évaluation du travail qui ne sapent pas la coopération. Les objectifs individuels de production, par exemple, qui mettent en tension. Oui, mais quand je t'aide le commercial, non seulement toi tu gagnes plus, mais en plus, je ne remplis pas mes objectifs de prod individualisés. Donc ça, c'est un vrai problème, par exemple. On a comme ça en fait, le besoin de trouver des modalités d'organisation et en fait, d'encadrement du travail qui soient favorables à la coopération. Ça, du coup, je trouve que dans le cas de HD Automatisme, ça a été particulièrement mis au travail. Ils sont allés particulièrement loin, d'ailleurs, dans les discussions, parce que quand même, dire à son commercial, on va se mettre à discuter de ta rémunération et revenir sur un truc qui est... vous sortez des commerciaux de l'école, vous leur dites, tu vas pas être rémunéré sur le nombre de contrats que tu signes. Il y en a plein qui disent, mais attendez, c'est le métier, normalement, c'est ça. Donc là, on a quand même une mise à l'essai, et plutôt très concluante, hein, chez HD, de nouvelles conventions que l'on passe entre les commerciaux, enfin le commercial là pour le coup, ou les commerciaux de l'entreprise et le reste de l'entreprise. Je tiens aussi à rassurer les internautes sur cette question de la rémunération. Ce n'est pas une chape de plomb sur laquelle les commerciaux accepteraient pas de bouger. Le commercial en question de chez HD Automatisme, il faut savoir déjà c'est un technico-commercial, donc il a aussi quand même une compétence, une expertise technique. Donc du coup, si je raisonne un peu d'une manière classique, sur un marché du travail, c'est des compétences rares qu'il a. Et il est chassé très régulièrement, en réalité. Et pour autant, il est toujours là, chez HD Automatisme, alors que sa rémunération a été pensée différemment. Et je pense aussi encore à une autre expérimentation quasiment similaire en termes de coopération entre techniciens, producteurs et commercial, notamment chez l'IRECO. Et le commercial de chez l'IRECO a bien vu que ça ne pouvait pas fonctionner. En gros, il était quasiment obligé de payer de sa poche le fait qu'il faisait faire des économies de consommables de bureau aux clients. Donc voilà, ça ne peut pas marcher. Et pour autant, ça lui a allé de repenser sa rémunération dans une autre logique qui est simplement la manière de volume exactement. Donc c'est faisable. Je vois que du coup, il y a une question qui est apparue. Donc aujourd'hui, comment détermine-t-on un bon commercial? Quelles qualités et compétences doit-il avoir pour se différencier des commerciaux d'avant? Ouais, alors c'est marrant, on a eu le même genre de questions avant sur manager. le bon manager et là le bon commercial. Alors pour moi, c'est surtout comment on aborde le travail commercial. Je pense que la question, c'est pas de... pour revenir sur ce que je disais un peu avant, c'est comment on bouge d'une vision du commercial d'avant, comme on dit, qui avait, on pourrait dire comme outil, ce qu'il embarquait en rendez-vous, c'est le catalogue, les contrats types, et puis le listing des clients qu'il va avoir, en se disant, il faut pousser le catalogue.
C'est ça qu'on met derrière le commercial d'avant, voilà, pour aller très très vite. Et donc l'argumentaire. Derrière le catalogue, il y avait l'autre outil, c'était l'argumentaire. C'est-à-dire comment je convainc mon client que c'est ce produit-là qui est le meilleur. Ça va correspondre exactement à ce qu'il veut. Et quand on est dans les aspects de service, ça ne change pas beaucoup. Hein. C'est de dire, oui, regardez quand même toutes les références qu'on a, ça vous dit la garantie que tout ce qu'on va faire, ça va forcément être bon. Voilà. Mais c'est donc ça, sa mallette, ce avec quoi il part. Dans la version EFC, on pourrait dire du commercial, il vient plutôt avec le potentiel, il faut qu'il ait une capacité à savoir le potentiel de son entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de produire? À quoi on est capable de répondre? Et d'ailleurs, pas immédiatement, il ne faut pas forcément que ce soit réglé dans l'heure. Hein. C'est-à-dire aussi d'être capable de capter des questions qui sont des questions dures, mais qui font sens chez le client. Donc il ne faut pas qu'il y aille avec le catalogue et l'argumentaire. Il faut qu'il y aille déjà en ouvrant grand ses oreilles, en essayant de comprendre où il en est, le client, avec quoi, c'est quoi les sujets qui le traversent. Hein. Et il les verbalisera pas, le client, directement dans les termes qu'on attend. Hein. Ils ne vont pas arriver en disant « Ah, nous, on voudrait des projets d'impression pour Flexing, si je reprends ce cas-là. » Ce serait trop facile. En général, il vient en disant au détour d'une phrase, on va dire ah, dans ce salon-là, ça marche pas très bien, généralement, ou nos commerciaux, ils n'utilisent plus notre catalogue. Bah, attendez, si vous ne l'utilisez plus, on va peut-être y réfléchir. Enfin, ça passe par une écoute aussi de qu'est-ce qui est au travail chez le client. Et après, trouver le mode, est-ce qu'on est capable d'y faire quelque chose? Donc il faut avoir aussi un peu en tête ces aspects-là. Après, il faut quand même, un point quand même, parce que quand on avait présenté toute cette démarche-là à nos commerciaux, ils nous avaient dit « Ouais, mais attendez les gars, on ne peut pas partir comme ça avec juste la conscience de ce qu'on est capable de produire et puis nos oreilles grandes ouvertes, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on provoque un peu les choses quand même avec notre client. » Et là, ça nous a amené notamment à une discussion que je trouve extrêmement intéressante sur le statut de l'offre. Parce que d'un point de vue très théorique, on n'était pas loin de se dire c'est pas mal de faire la peau au concept d'offre, dans l'idée d'un truc préexistant. Et puis les commerciaux ont résisté très fort en disant non, mais moi dans mon travail, j'en ai vraiment besoin de l'offre. Je ne peux pas venir les mains dans les poches et puis dire allez, on papote et puis j'ai tout compris. Ça ne marche pas comme ça. Dans plein de métiers d'ailleurs, ça marchera encore moins. Et donc, le besoin d'avoir quelque chose qui oriente en fait la discussion avec le client, qui l'aide à penser. Et alors, il y a plein de formes très différentes que prennent ces offres. Mais, alors là, c'était une autre phrase t-shirt, comme tu dis, Simon. Il faut faire attention à ce que l'offre, ça ne devienne pas une porte d'entrée qui enferme. C'est-à-dire un truc où on rentre par l'offre et puis on se retrouve à juste discuter de l'offre. Et en fait, très vite, revient au galop la logique industrielle classique qui est de pousser des offres. Non, c'est bien de tenir le fait que l'offre, c'est l'occasion de la rencontre. C'est le moyen de la rencontre avec le client. Ça lui permet de comprendre où on est, de s'exprimer sur ce qu'on fait, mais ça ne dit pas le tout de ce qu'on va faire ensemble. Donc après, est-ce que... enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement à définir les caractéristiques intrinsèques d'un bon commercial. En fonction des activités, ça change déjà énormément. Et puis, en fait, c'est en situation que ça se voit si on est bon ou pas bon. Plus que ça, mais c'est surtout, c'est pas qu'un travail individuel commercial. Si vous essayez de vendre un produit qui sert à rien, vous pouvez être le meilleur commercial du monde. Vous allez peut-être en vendre un petit peu plus que le moins bon commercial du monde, on va dire. Mais au final, il y a quand même un caractère déterminant. Si ce que vous proposez, ça tient la route, si ce qui est produit par votre entreprise, ça tient la route, c'est quand même assez déterminant sur la qualité du travail commercial que vous allez faire. De la même manière, si vous écoutez, etc., puis que du côté de la production, on dit non, mais nous, on fait comme d'habitude, vous n'allez pas faire beaucoup de satisfaction auprès de vos clients. Donc, je n'individualiserai pas forcément cette question du bon ou du mauvais commercial dans nos affaires. Je serais même plutôt d'avis de se dire comment on fait un travail commercial pertinent avec le commercial comme celui qui est au feu, comme on dit là, mais aussi toute l'organisation derrière de travail, et notamment cette question de la coopération interne. Si ce n'est pas mis au travail, il y a peu de chances que ça arrive, que ça tienne. C'est là où je voulais en venir, puis en plus ça me fera une excellente transition par rapport à l'autre enjeu important qui bouscule le travail des commerciaux. Effectivement, le bon commercial, entre guillemets, le commercial dans une logique relevant d'une dynamique servicielle, il se pose sérieusement la question de la coopération, comme on l'a dit auparavant, beaucoup plus que dans une logique industrielle où l'enjeu, c'est pas
c'est pas la question de qu'est-ce qui est utile, donc c'est pas la valeur d'usage, c'est la valeur monétaire d'abord. Et c'est pas non plus la question de comment on produit cette affaire-là. Dans notre affaire, le commercial, sa clé d'entrée pour pouvoir co-construire l'offre avec le client, c'est la question de l'utilité. Et ensuite, c'est comment on se donne les moyens d'atteindre ces effets utiles. Donc que ce soit avec le client, que ce soit en interne. Et du coup, c'est le prochain point qu'on va aborder, c'est également avec d'autres partenaires extérieurs. Prendre un exemple très concret pour illustrer cette affaire-là. Prendre une entreprise qui s'appelle Dumont Énergie, qui du coup propose des solutions d'installation de chauffage, plomberie, électricité et ventilation. Et dans une logique très classique industrielle, le client rentre chez Dumont Énergie et voit le dirigeant de Dumont Énergie, donc Didier Dumont. Il dit: bonjour monsieur Dumont, je voudrais une chaudière. Dans une logique classique traditionnelle, le dirigeant, qui aussi au passage prend sa casquette de commercial, dit: bien sûr, combien vous en voulez, à pousser presque de la chaudière en disant mais ou à vendre la chaudière la plus chère, la plus onéreuse, etc. Et ne se pose pas la question du besoin. Là, c'est plus le cas. Cette entreprise Dumont Énergie est passée dans une logique servicielle, donc se pose la question du besoin réel et montre aussi à quel point la demande de départ du client, c'est pas une demande qui correspond réellement à son besoin. Donc pour lui révéler ça, il lui dit: très bien, vous voulez une chaudière, de quelle couleur vous la voulez? Pour interroger le client sur le fait que voilà, cette demande, elle ne va pas. Donc le client répond: je sais pas, blanc, c'est blanc une chaudière. Et le dirigeant de chez Dumont Énergie répond: je sais pas, vous voulez une chaudière, peut-être que vous en faites collection, peut-être que moi j'en ai de toutes les formes, moi je peux vous en proposer vraiment celle que vous voulez. Mais j'ai même des objets d'art quasiment qui sont des chaudières, etc., etc. Et donc du coup, le client prend conscience à ce moment-là que ce qu'il a besoin, c'est pas forcément une chaudière, mais c'est de se chauffer, d'avoir un confort thermique. Et puis en plus la question aussi de la performance énergétique, c'est-à-dire aussi de comment il va avoir une capacité à se chauffer, à consommer de l'énergie, mais aussi avoir une facture à la fin qui ne soit pas trop élevée. C'est toutes ces dimensions d'effets utiles là que maintenant en fait Dumont Énergie veut prendre. Sauf que apporter un confort thermique à un usager, ça ne dépend pas que de la personne qui s'occupe de la chaudière. Le menuisier, il est également concerné. La personne qui fait l'isolation intérieure, extérieure, elles sont également concernées. Et donc c'est pour ça que du coup, cette entreprise Dumont Énergie a rassemblé d'autres entreprises pour pouvoir co-construire une offre commune, pour pouvoir réellement répondre à la demande qui n'était pas de la demande de départ du client, de dire comment j'ai un confort thermique global avec un niveau de facturation à la fin qui soit un montant acceptable, et aussi dans un contexte où les différents travaux qui vont devoir être mis en place se déroulent bien. Parce qu'on sait aussi, pour ceux qui ont pu expérimenter les travaux dans leur maison, à quel point ça peut être contrariant et on est très très loin d'une certaine sérénité. Donc c'est toute cette promesse de valeur que toutes ces entreprises du coup ont mis au travail et du coup ont décidé de créer une structure commune pour répondre sérieusement à cet enjeu. Donc du coup, l'autre enjeu après la coopération interne, après la coopération avec le client, c'est la coopération avec l'écosystème. Quand on part de cet exemple du coup de Dumont Énergie qui crée ce groupement d'entreprises qui s'appelle Solutiologie, qu'est-ce que tu vois, Romain? Ouais, pour moi, il y a deux aspects très intéressants pour le métier de commercial. On retrouve en fait le premier aspect, le même qu'en interne, on pourrait dire. Ça veut dire que le chauffagiste, il attrape un peu un œil de menuisier avec. En fait, il faut qu'il soit capable de penser à l'échelle de la solution plus globale. Et donc de comprendre aussi avec quoi on pense l'ensemble à une échelle un peu plus globale. Alors encore une fois, il ne va pas devenir menuisier, etc. Mais ça demande du coup, on parlait d'investissement immatériel dans la session précédente, ça demande en fait une sorte de formation, une professionnalisation croisée des commerciaux de chacune des structures pour que on leur parle fenêtre et ils entendent solution thermique pour aller très vite. Donc ça, c'est un premier point, ça renforce en fait ce point-là, mais avec, vous voyez, une extension hors du métier, hors de l'activité principale de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que ça mutualise en fait du travail commercial. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas que Dumont Énergie qui vend Dumont Énergie. En
fait, Dumont Énergie, il vend aussi Solutiologie. À travers Solutiologie, il vend Delacroix Menuiserie, il vend Artipevel, puis j'ai plus en tête tous les autres du groupement, mais ils sont tous comme ça, ils s'embarquent mutuellement. Et ça veut dire quand même qu'on est un mode de construction du travail commercial, on pourrait dire un peu solidaire. Et cette dimension d'un travail solidaire, elle permet aussi d'accroître d'accroître la capacité finalement à intégrer ce qu'on produit chez les clients. Et ça, c'est important parce que vous voyez que la valeur de la chaudière toute seule, si on ne fait pas la fenêtre, elle peut être assez mauvaise. Ah, vous m'aviez promis que ça irait bien. Puis finalement, ça ne va pas très bien puisque j'arrive toujours pas à me chauffer. Oui, mais votre problème, il était hors de mon périmètre. En travaillant sur l'ensemble, en fait, on renforce la valeur de chacun des éléments. Donc, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, ça fait, on a l'organisation, quelque part, d'un effet de congruence comme ça, des valeurs, qui fait que les valeurs toutes présentes s'intègrent, s'articulent, se renforcent. Nous, on parle d'économie de complémentation, par exemple, pour parler de ça. Donc, on a des autres formes de productivité derrière qui s'organisent à travers cet agencement des acteurs, la qualité de cet agencement et en fait la pertinence de l'agencement des acteurs entre eux. Donc ça, pour les commerciaux, c'est quand même quelque chose qui désindividualise quelque part un peu leur travail. Alors, et à la fois les fait se professionnaliser entre commerciaux dans un même écosystème, ce qui est plutôt sympa comme démarche, revenir sur ce qu'ils font de leur métier, et puis permet aussi de mutualiser son travail commercial avec ses autres commerciaux dans d'autres structures. Alors, du coup, il y a une question qui nous a été posée entre-temps, c'est quelles innovations seraient-il possibles demain dans le métier de commercial? Je pense que ça tombe bien, ça va bien aller. Je pense qu'on en a déjà donné un certain nombre là, du coup, d'innovations, mais l'autre dimension importante, ce qui arrive très très rapidement d'ailleurs quand on accompagne que ce soit des dirigeants, mais aussi des commerciaux sur la question des nouveaux modèles économiques, c'est au final, qu'est-ce qu'on facture du coup? C'est quoi l'unité de facturation pour du confort thermique? C'est quoi du confort l'unité de facturation pour améliorer les conditions de travail lorsque je repense l'espace de travail quand je suis architecte ou quand j'accompagne mes clients pour mieux communiquer, pour éviter de gaspiller, de prendre en charge les enjeux de développement durable, etc., etc. Je mets quoi dans mon devis? Et surtout, comment je contractualise? Ce n'est pas que la question du devis, c'est aussi quelles conventions on signe ensemble en général pour pouvoir structurer ce dans quoi on s'embarque, quoi. Donc le mode de commercialisation en général. Et à ce niveau-là, il va falloir sacrément innover parce que forcément, les unités de facturation classiques ne fonctionnent plus. Pour illustrer ça, encore une fois, par un cas d'entreprise, parler d'une structure qui s'appelle Opaline, qui, avant de travailler sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, petite parenthèse, Opaline aussi, qui a remporté un trophée de l'économie responsable hier, qui lui a été délivré lors du World Forum, donc du coup j'en profite pour le féliciter. Du coup, qui au départ, avant de rentrer dans cette logique d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, vendait un logiciel en fait, et vendait un forfait d'utilisation de logiciels pour... La promesse du logiciel, c'est en gros, je vais vous aider à optimiser vos palettes, vous n'allez pas les perdre, vous saurez où est-ce qu'elles sont, etc., etc., etc. Sauf que dans le réel, ce n'est pas le logiciel qui fait ce travail-là du tout. C'est toute une chaîne de valeur chez le client qu'il s'agit d'accompagner, parce qu'entre la personne qui va utiliser le logiciel, celui qui va vraiment transporter la palette d'un point A à un point B, etc., il y a plein d'acteurs différents qui vont être responsables de l'utilisation de la palette, et le logiciel, il ne règle pas tout. Donc du coup, prise de conscience d'Opaline, de dire qu'en fait, on n'est pas juste là pour apporter une solution technique, informatique, on est là en fait pour aider l'ensemble des acteurs qui sont impactés et qui sont impliqués dans la question d'utilisation des palettes pour pouvoir mieux l'utiliser et l'optimiser. Donc c'est tout un travail d'accompagnement qui dépasse largement le logiciel. Et donc du coup, on facture plus simplement qu'un logiciel. On facture d'autres choses. Romain, je te laisse peut-être aller plus en détail de cet exemple, parce qu'en plus, tu as suivi de près le travail d'Opaline et sa trajectoire, et aussi le travail avec le commercial d'Opaline, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs à pouvoir penser ces questions de transformation du métier de commercial.
Oui, alors sur la facturation, c'est un des aspects, mais il y a un autre point sur aussi le contenu du coup de la contractualisation, puisque notamment chez Opaline, c'était un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire quelles conditions on doit installer pour que ça fonctionne. En se disant, mais de quoi j'ai besoin chez mon client pour que ma solution, elle soit de bon niveau, qu'elle puisse répondre à leurs besoins et répondre aussi à leur intention de réduction des coûts sur les palettes. Et ça demande en fait de dire, mais au fait, comment sont vos relations avec vos transporteurs? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des enjeux de développement durable travailler chez vous? En fait, de balayer avec le client et d'avoir ensuite une élaboration en disant, mais d'accord, mais alors, on va avoir besoin de voir vos transporteurs, on va avoir besoin que participe le développement durable à notre pilotage de notre solution avec vous. On a besoin en fait de génération d'autres engagements qui sont pas des engagements au sens de vous m'aviez promis de me donner l'information au bon moment, mais des engagements de comment, enfin, sur la manière dont vous allez participer à la coproduction de la solution. Et en disant, si vous n'êtes pas là, nous, on doit faire le travail. Donc déjà, on doit en fait suppléer à votre absence. Et donc là, déjà, un premier mécanisme qui est de dire, mais donc, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie à y mettre, que vous voulez beaucoup vous décharger, ben, on peut aussi prendre en charge ça, mais ça demande des moyens complémentaires, donc c'est plus cher que ça. Après, c'est pas aussi systématique, puisque le risque, c'est que si on arrive avec ce discours-là, les clients disent bah, nous, on fait tout. Eh bien, ok, mais sauf qu'ils font pas, et donc on ne tient pas. Donc c'est de voir comment on construit vraiment un mode de contractualisation qui engage réellement le client dans cette question-là. Après, c'est aussi de revoir que la question du prix, alors, elle est prise dans deux choses qui ne sont pas très évidentes. Il y a d'une part des conventions. C'est-à-dire, quand on dit on va vous faire des économies de palettes et on se rémunère au prix de la palette, en fonction du nombre de palettes, ça paraît assez évident. C'est une convention qui s'installe. Et puis, alors leur métier est un peu nouveau à Opaline, donc ils ne sont pas trop confrontés à ces questions-là. Mais si je prends n'importe quelle activité de service qui facture du jour homme, par exemple, ils sont confrontés sur il faut traduire ce qu'on fait en jour homme. On sait bien que ce n'est pas exactement une image qui représente ce que ça va être, mais c'est le jeu, quelque part, c'est la convention. Bon, faut pas forcément faire tomber toutes les conventions comme ça, parce que là, pour le coup, on rend ça inaudible pour le client. Flexing, ils ont aussi à traduire des fois au prix à l'exemplaire, ça arrive. Alors après, ce qu'ils font, c'est qu'ils facturent aussi à côté des choses sur le lancement de service. En fait, il y a déjà de faire apparaître le travail réel dans ce qu'on facture. C'est un point, c'était une des choses pour Didier Dumont dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est que classiquement, on fondait la main-d'œuvre dans la chaudière. Donc la chaudière, dedans, il y a un bout de main-d'œuvre qui est caché. Alors que le travail de Didier Dumont, c'est pas vendeur de chaudière, hein, c'est bien installateur. Ce qui fait qu'au final, si le client il achète déjà une chaudière, qu'il en a une et qu'il demande de la poser, comment on facture si on n'a pas ce levier de la chaudière? Et donc ça, c'est un truc, par exemple, pour Didier, de dire non, nous, on va trouver le moyen de faire apparaître notre main-d'œuvre. Parce que c'est ça notre travail, c'est pas la chaudière. Donc il y a les conventions, on ne peut pas toujours toutes les faire tomber, on peut quand même en jouer, faire apparaître d'autres choses, on peut compléter. Là, c'est un peu à la stratégie aussi vis-à-vis de votre client, d'un client avec qui vous avez beaucoup de confiance, vous travaillez depuis longtemps. Bah, c'est plus facile de faire apparaître comme ça des lignes et de tenir le discours sur qu'est-ce qu'il y a derrière la ligne. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous prend dans un mode classique, il ne faut peut-être pas commencer par ouvrir les vannes, parce que le risque là, c'est si c'est un acheteur un peu chevronné, il va dire ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends pas, ça c'est plus cher que le concurrent, alignez-vous. Et en fait, il détruit l'intérêt même de la construction qu'on a mis en place. Le deuxième aspect, c'est de ne pas perdre de vue un point, c'est que la question du prix, en fait, c'est un accord. Donc, il faut s'accorder sur ce que ça vaut. Et c'est pas un accord. En fait, il y a un truc. Alors, ça paraît très naturel tout le temps, mais il y a une sorte de jeu de poker menteur à chaque fois. Je dis pas combien j'ai de budget. Et puis l'autre, il essaie de deviner. C'est le travail du commercial, il essaie de deviner par petites touches. Si on rajoute ça, si on rajoute ça. Puis on se met à discuter. Ouais, non, là, ça tient pas dans mon enveloppe, donc vous pourriez m'enlever ce service-là. On discute pas de ce qu'il vaut, le service. Hein. Vous pourriez me l'enlever. Ou on peut peut-être augmenter un peu celui-là.
pareil, on sait pas, c'est pas ce qui vaut, c'est le chiffre qui est face à ça qu'on augmente parce que ça passe. Et alors qu'on pourrait aussi mener une discussion, et il y a des expérimentations très intéressantes dans Noé sur ces modes de facturation un peu alternatifs. On se dit, mais attendez, on commence par, c'est quoi le budget que vous avez? Et on discute du contenu. Et après, le client, il va demander sans doute un peu plus, le plus possible pour le budget, c'est le jeu. Mais au moins, ça permet d'avoir une discussion sur ce qu'on va produire, l'intérêt que ça a, la valeur que ça a. Pas directement sur, bon, comment j'essaie de deviner au gramme près, et puis on fait rentrer au chausse-pied, de manière très théorique d'ailleurs, ce qui va être composant de la facture, pas du tout ce qu'on va faire. Enfin, et avec du coup un truc, c'est que le client il verrouille ça en disant bah, on va faire du contrôle de conformité pour être sûr que ce qu'on a payé, c'est bien ce qu'on a eu. Même si on découvre que ça n'a pas de sens. Il y a une énergie qui est mise là-dedans à soutenir. Respect des cahiers des charges. Ouais, c'est ça, le respect du cahier des charges. Comme si bah, c'était. Comme on a quand même beaucoup bossé pour faire un cahier des charges, quoi. Donc il est forcément très pertinent. Et donc le tenir coûte que coûte. Et même contre d'ailleurs le réel besoin ou le réel de l'activité. Et ça, comment? Mais donc les entreprises qu'on a accompagnées, elles sont toutes confrontées un peu à toutes ces dimensions-là. Ce qui fait que pour Opaline, par exemple, pour revenir sur les unités de facturation, ils ont gardé, je crois, il faudra vérifier avec Thierry, mais un delta sur les questions d'économie. Mais c'est pareil pour les questions d'usage du logiciel. Il est quand même là le logiciel, donc qu'il soit facturé, c'est pas très grave. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'accord qu'ils fondent avec leurs clients, il est sur l'ensemble de ce qu'ils vont produire. Après, ils le traduisent d'une manière ou d'une autre. C'est un peu moins le problème. Enfin, ce qui compte quelque part, c'est qu'il y a un accord sur la valeur. Sur ce qui vaut. Sur ce qui vaut, ce qui est important. Et avec cette possibilité, y compris que ça évolue. Ça, pour moi, on parlait de rupture. La question, c'était les innovations. Pour moi, il y a une innovation absolument centrale. C'est comment on sort d'une vision sous forme de transaction en fait, du travail commercial, où on bosse au corps un client et puis le travail s'arrête au moment où il a signé le contrat. On se dit ah chouette, la transaction est opérée, c'est plus le boulot du commercial. Comment on pense le travail du commercial comme un constructeur de trajectoire avec des clients. C'est-à-dire que on peut démarrer par des choses un peu classiques. On a eu cette réflexion 40 fois et la question de l'offre, elle revenait aussi par là. De dire, Julien par exemple, oui mais j'ai des clients, moi ils veulent pas grand-chose de flexing, ils veulent pas grand-chose, ils veulent quelques flyers, des cartes de visite. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut que cela... Non, la question c'est comment je trouve le moyen pour leur permettre aussi de rejoindre la démarche EFC. Petit à petit. Oui, petit à petit. Parce qu'un truc qu'on explique souvent d'ailleurs aux dirigeants, c'est ça vous a pris 18 mois de formation avec 2, voire 3 experts parfois, à 10, à vous triturer le cerveau pour sortir du modèle industriel et ouvrir des perspectives EFC. Le client, il n'a pas fait tout ça. Donc il n'y a aucune chance qu'il soit directement câblé comme il faut. Par contre, il a des vraies préoccupations. Si l'EFC, c'est pertinent, ce qui est notre hypothèse, normalement, on devrait pouvoir répondre de manière pertinente à ses préoccupations. Et en faisant ça, en fait, petit à petit, l'aider à se décaler, à sortir de ces représentations, les remettre en cause, non pas par principe, mais par le réel de l'activité, par le travail, par le contenu concret de l'activité. Dernier point avant qu'on conclue un peu sur et faire la synthèse de finalement c'est quoi le travail de commercial dans une logique plus servicielle et plus durable surtout. Encore une fois, avec pour objectif de réussir enfin à concilier, arrêter de choisir entre l'économique, le social et l'environnemental, mais faire les trois en même temps. Donc pas rentrer dans une logique de décroissance, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup d'un côté ceux qui seraient du côté des Amish et puis ceux qui seraient du côté totalement inconscients à faire de la croissance économique au détriment du reste. Il y a une voie alternative, là du coup, qui impacte du coup le métier des commerciaux. Et cette dernière dimension, du coup, c'est la question de comment on révèle et comment on valorise toute cette dimension d'effet utile, donc qu'on appelle nous une dimension très très immatérielle, toute cette dimension utile, comment on la révèle, on l'évalue pour la transformer ensuite en valeur monétaire. Donc ça rejoint quelque part aussi cette question de la contractualisation, mais là c'est moins d'un point de vue formel, écrit, administratif, mais d'un point de vue de comment on s'y prend concrètement
dans la pratique de tous les jours, dans une rencontre pour montrer aux uns et aux autres ce qu'on a réellement produit. Il faut savoir que la difficulté dans notre affaire, c'est que les effets utiles qui sont produits chez les clients, ils ne sont pas juste produits au moment où on intervient chez le client, puis ensuite il n'y a plus rien qui se passe. Dans le temps, ces effets utiles s'expriment de différentes manières, etc. Et tout ça, c'est ça qui nous intéresse maintenant, puisqu'on dit que c'est ça qui a de la valeur. Et tout le travail, bien sûr, qui est nécessaire pour pouvoir produire cette valeur-là. Donc comment on fait pour révéler cette affaire-là? Là, je vais vous partir d'un cas d'une entreprise, encore une fois, qui s'appelle Les Fabricants, qui du coup est une entreprise qui accompagne ses clients dans la transition numérique et digitale, et justement dans le mode de contractualisation, demande à ses clients d'assister à un temps qu'on appelle un temps réflexif, où on va revenir sur tout ce qui a été fait, tous les effets utiles qui ont été produits du point de vue des fabricants, en partant pas du principe que c'est la réalité, c'est comme ça, c'est pour le mettre en discussion. Hein. C'est de notre point de vue, voilà ce qu'on pense qu'on vous apportait comme service, comme effet utile. Et surtout, voilà qu'est-ce qu'on a fait réellement au départ, et à montrer l'écart entre ce qu'on avait prévu au départ et ce qu'on a fait réellement. Et donc du coup, ces temps réflexifs-là permettent justement à ce moment-là de révéler les deux dimensions centrales de la valeur, qui sont la question de l'utilité, donc le résultat en termes d'effets utiles, mais aussi tout le travail que ça demande d'atteindre ces effets utiles-là. Révéler la valeur, c'est révéler à la fois ces deux dimensions-là. Donc du coup, là encore une fois, Romain, quand j'explique que ce mode de révélation qu'utilisent les fabricants à succès, hein, d'ailleurs c'est vraiment il nous le rappelle encore régulièrement, on lui passe un coucou aux dirigeants des fabricants qui ont innové sacrément sur cette question-là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, pour faire un peu de généralité, je trouve qu'il y a dans cette démarche notamment, hein, mais dans plein d'autres, un point très important, c'est comment on crée cette occasion d'un temps d'évaluation. Parce que, en fait, ça s'organise, ça n'arrive pas par hasard, cette dimension-là, et donc ça s'organise, y compris là, de manière très construite, c'est intégré, c'est pris dedans, et c'est pas un truc qu'on fait quand on peut, si on a le temps, si le client veut bien, c'est de dire non, l'évaluation, c'est une nécessité. Si on ne le fait pas, ce travail d'évaluation, en fait, il n'y a aucune chance qu'on tienne la valeur de ce qu'on cherche à faire. On ne sait même pas ce que ça vaut. Et du coup, on ne sait pas ce que ça vaut. Ou alors, on part de l'idée qu'on pouvait en avoir un peu au début, de l'accord initial quelque part de ça. Et donc ça veut dire que dans le travail du commercial, il y a comment je crée ces occasions. Et alors, ça se passe de plein de manières. Hein. Il y a dans le rendez-vous qu'on peut avoir commercial, on peut aussi donner à voir, rendre compte de ce qui s'est passé, on peut faire ça. Mais il y a aussi à travers la contractualisation. Là, je pense à, alors je ne sais pas si c'est ce qu'ont fait les fabricants, mais Flexink, Julien Dacosta, il impose d'imprimer en 2 fois. Comme ça, il dit, on va regarder comment vous avez fait votre impression la première fois. Et en fait, il crée une occasion d'évaluation. Donc, dans la forme de contractualisation, il y a déjà des occasions de faire ça. Après, on peut être dans quelque chose où on le fait aussi passer du côté de la nécessité du travail réel. C'est-à-dire, dans la production, le temps d'évaluation, il est aussi très important. Alors, en fonction des activités, c'est plus ou moins prégnant, mais quand ce qu'on va produire avec vous, c'est aussi une évaluation de notre propre travail, comme un livrable, on dirait. C'est-à-dire, ça fait partie des éléments de ce qu'on produit. Alors, ça me permet de revenir sur la question de tout à l'heure, sur comment on fait pour mesurer la valeur s'il n'y a pas de vente. Alors, la question de la vente, elle est importante, parce que soit on le prend comme le truc qui acte tout le travail, et on retombe pour moi dans la figure un peu classique de ça. En fait, quand on prenait l'exemple de Flexink qui vient, qui rend le service, puis au final, tout est déjà fait, effectivement, le client, il n'achète pas, il n'y a pas de vente. Et donc là, on passe à côté de tout. On a généré la valeur. Alors, on n'en a qu'une intuition, parce qu'on ne l'a pas complètement évalué, mais quand même, quand on sait qu'on va lui empêcher de remplir ses placards, il y a une intuition quand même pas mal construite de la valeur. Et d'ailleurs, c'est bien compris, hein, le client, il ne s'y trompe pas dans ça. Et en même temps,
Donc le moyen de sortir de ce quiproquo, en fait, c'est de commencer par dire, moi, ce que je mets à votre service, je vais pas venir avec une solution qui vous intéresse pas. Ce que j'ai besoin de mettre à votre service, et mon travail, c'est de dire, c'est quoi le problème? Et donc de comprendre ce truc-là. Et de trouver des astuces, des moyens, pour que le problème se formule d'une telle manière que je puisse dire, ah, si c'est ça, voilà ce que ça va me demander, voilà ce que ça risque de produire, voilà ce que ça vaut, banco ou pas. Ah, et on discute de cet aspect-là. Si c'est plutôt ça votre priorité, voilà comment on prend. Et donc d'organiser, en fait, de ne pas aller trop vite tout de suite dans le vrai travail de la demande, mais d'une identification. Alors, chaque métier a ses variantes, a ses manières de faire, hein, mais d'une identification assez rapide de qu'est-ce qu'on met en discussion avec le client. Et c'est là où l'offre, c'est l'occasion à la fois d'attirer un peu, de repérer, Alors, il n'y a pas que l'offre d'ailleurs dans cette question-là, puisque si on pense aux fabricants, tous ceux qu'on a nommés depuis tout à l'heure, il y a sans doute peut-être quelques entreprises qui regardent et qui se disent en fait, ouais, c'est pas bête sur cette question de l'impression, peut-être que ça vaudrait le coup que je leur pose la question. En fait, un travail commercial un peu diffus qui s'organise, c'est pour moi d'ailleurs une des fonctions aussi intéressantes du World Forum, de Noé, de ce que font Alliance et d'autres sur ces questions, de dire mettons en visibilité aussi des entreprises qui ont une démarche vertueuse, comme un moyen aussi de rendre, de faire, vous savez, venir en fait des clients, pas tellement pour la solution sur l'étagère, mais pour dire la manière qu'ils ont d'aborder le problème, ça m'intéresse. Et c'est effectivement une autre manière de faire son travail commercial que de présenter aussi une manière de faire. C'était particulièrement intéressant, par exemple, chez Envergure Architecte, où il y a des gens qui venaient le voir en disant « Nous, on vous a entendu et on voudrait tester la manière. » C'est presque, ils sont contents d'avoir un projet de construction, parce que ça leur permet de tester. Mais comme si, il y a un vrai déplacement, une occasion de déplacement de ce côté-là. Mais donc pour revenir sur ta question sur les fabricants, là, sur le dispositif qu'ils mettent en place, effectivement, révéler, c'est un élément extrêmement important. Après, il y a pour moi un risque, on en a beaucoup discuté d'ailleurs dans le parcours commerciaux, c'est est-ce que c'est révéler pour dire toute la valeur, on va essayer de se l'attribuer. Ça, c'est un risque très fort. D'ailleurs, regardez toute la valeur qu'on a créée, c'était pas prévu, maintenant, il faut passer à la caisse. Ça n'encourage pas beaucoup la coopération future. Surtout que on retrouve la déconnexion, c'est déconnecté avec le travail réel que ça a demandé. Et avec y compris pour le client. Et y compris pour le client. Et avec la difficulté, c'est que, effectivement, dans le monde serviciel, l'effet qu'on produit dans une activité immatérielle et servicielle, il se trouve encastré, embriqué dans des tas d'autres choses. Là, la conférence qu'on est en train de faire, on ne sait pas ce que ça produit comme effet dans la tête des gens qui nous écoutent. Il y en a peut-être où ça va générer pour eux une révolution, puis d'autres qui vont dire ouais bon, je ne réutiliserai jamais. Donc deux valeurs extrêmement différentes. Pourtant c'est le même effort pour nous deux. Donc c'est là où la discussion qui est, je pense, à mener, elle n'est pas nécessairement sur reconnaître la valeur pour se dire on va tout facturer. C'est de se dire on a été capable de produire tout ça, mais parce qu'on avait ces moyens-là. Est-ce qu'on sécurise ou pas les moyens comme un moyen, en fait, de se donner l'occasion de générer encore d'autres effets? Et de poursuivre. Et après, s'il y a des fruits à partager, on peut avoir la discussion de revaloriser, mais ça fait partie du champ de la discussion. Mais je me méfie beaucoup de ce côté révéler la valeur, toute la valeur. Ça fait un peu, regardez, on soulève le voile. Vous ne voyez pas à quel point c'est génial. Maintenant, un peu une prise d'otage quelque part, je dirais comme ça, c'est-à-dire cette idée qu'on met le client dans une posture de se sentir mal à l'aise avec tout ce qu'on a généré, alors que on sait très bien que c'est un imbriquement d'un tas de choses, et y compris, il y a une part effectivement de la valeur qui provient de l'engagement du client, et pas d'un engagement direct. C'est pas oui mais j'étais là à toutes les réunions, je repense à Opaline, il y avait un de ses clients qui avait particulièrement travaillé depuis des années la relation avec ses transporteurs. Ça a été hyper facile pour eux de faire leur travail, pas parce que le type il venait aux réunions, mais parce qu'en fait ça fait 5, 6, 10 ans qu'ils travaillent leurs transporteurs. Et donc il y a beaucoup de confiance. Tout ça, il en bénéficie. Donc on va se mettre sinon à compter toutes les contributions, et c'est infini, parce que on se retrouve avec... une situation où il y a tellement de contributeurs potentiels dans un temps tellement épais, etc. Pour moi, c'est une voie
faut pas être que sur ce registre-là. C'est important pour mener la discussion, mais il faut pas avoir que ce registre-là. Le registre, il est plutôt, à mon avis, du côté de ce que ça demande et de ce qu'on pourrait faire mieux, moins bien, autrement, en fonction du coup, des moyens que ça demande, y compris financiers, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à financer. Pour reboucler avec la question, par exemple, des déchets, c'est intéressant de se dire, notre capacité à gérer les déchets, aujourd'hui, on la facture, on la finance par les déchets qu'on traite effectivement. Alors que ce dont on a besoin, ce n'est pas de déchets traités, c'est de capacité de traitement. Donc on pourrait aussi avoir un financement assis sur quel niveau de capacité de traitement on veut, et d'ailleurs y compris penser leur réduction à terme. Mais là, on retouche, oui, mais c'est plus facile, c'est plus pensé, y compris dans les lois, dans les taxes, etc., un mécanisme de financement sur des volumes de déchets. On va, avant de conclure, regarder et répondre aux différentes questions qui ont pu nous être posées, et notamment la question des compétences. Effectivement, l'internaute nous fait remarquer que les compétences qui sont demandées pour les commerciaux ne sont pas du tout les mêmes dans une logique classique que dans une logique servicielle. Donc du coup, la question qui est derrière, c'est quelles compétences sont nécessaires pour ces commerciaux qui réinventent leur métier. Est-ce que tu as une bonne réponse Alors, deux choses très vite. Alors, je ne vais pas faire la liste des compétences comme ça, parce que, encore une fois, ça dépend beaucoup, pour moi, du deuxième aspect qui est l'organisation. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour rendre quelque part compétent un commercial, quand même, l'organisation, elle est particulièrement déterminante. La prime, ce qu'on a pu dire tout à l'heure, le rapport au Voilà, technicien. la prime, la qualité aussi du travail interne. Enfin, si les commerciaux sont dans un bureau éloigné de tous les techniciens, il y a peu de chances que ça coopère. Donc la qualité de l'organisation, elle a un vrai impact sur la compétence du commercial, et encore plus s'il se lance dans cette perspective-là, parce que pour le coup, c'est déterminant, la qualité du travail interne comme moyen de faire son métier de commercial. Alors après, il y a un autre point, c'est que la qualité du travail chez le client, elle est aussi très importante. Donc ça, c'est non maîtrisable comme ça, parce que tous les clients ont leur propre mode d'organisation. Par contre, pour moi, alors c'est pas une compétence, mais c'est une inquiétude que doit avoir le client, le commercial, de se poser la question, quel est l'état de capacité de coopération de mon client? Et donc, c'est une vraie. Avec Opaline, tu disais, ils ont beaucoup contribué au travail du groupe commerciaux. Et effectivement, avec Thierry Sustard, on avait fait tout un travail pour comprendre avec qui il est en relation, quels sont leurs besoins, qui a une incidence sur ce qu'il fait. Et en fait, un vrai travail de cartographie chez le client, des contributeurs, de ceux qui le sont moins, de ceux dont on a besoin mais à qui on n'accède pas. Et en fait, pour se dire, mais chez chaque client, alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire le travail d'analyse à chaque fois chez chaque client, mais parce qu'on voit aussi des choses qui se répètent, et de se dire, bah, du coup, comment j'alerte très vite mon client sur qui ça va mobiliser chez lui, est-ce qu'il est bien organisé, comment je le vérifie, ça. Parce qu'on avait comparé deux clients, c'était d'un côté, il y avait une marge assez confortable parce que le travail était fait, de l'autre, c'était assez catastrophique, alors que sur le papier, c'était le même niveau de chiffre d'affaires, à peu près le même volume de palettes à bouger. Donc, ce qui différenciait, c'est la qualité de l'organisation du client. Donc, cette capacité à saisir la qualité du travail, de l'organisation du travail chez le client, ou à la questionner, à minima, parce que ça ne se voit pas non plus en passant comme ça dans les bureaux. Donc la capacité à faire ça, pour moi, ça fait partie effectivement de ces piliers nouveaux du commercial. Ensuite, il y a cette dimension, ça fait un peu toujours tarte à la crème, on a déjà parlé dans la phase d'avant, mais d'écoute, c'est-à-dire aussi d'avoir suffisamment en tête le projet stratégique de l'entreprise, les orientations dans lesquelles elle est prise, pour aussi être capable de ne pas venir en disant « Ah, lui, il veut une chaudière, donc j'écoute que la chaudière. » Non, si on est dans le truc un peu global, mais... Et encore une fois, ce n'est pas une compétence individuelle, c'est comment ça s'est mis au travail. Et donc d'une démarche où, effectivement, c'est assez antinomique avec les compétences actuelles, on pourrait dire qu'on met en avant des commerciaux, qui est plutôt de l'argumentaire, en fait, prendre la parole. Un commercial, il doit beaucoup. On pourrait prendre cette figure-là, ça serait intéressant. Un commercial ancien, il doit beaucoup parler pour convaincre. Le commercial EFC, il est plutôt commencer par écouter pour rebondir, pour aller chercher. Mais donc, il fait un peu de la maïotique quelque part. Mais alors, effectivement, c'est un peu plus loin.
Je sais pas si ça répond, enfin, je sais que ça répond pas complètement à la question qui est posée, mais parce qu'il faut se rendre compte que c'est très expérimental tout ce qu'on fait là. C'est-à-dire, ça fait 3 ans qu'on le met au travail avec des groupes de commerciaux et on ne fait que expérimenter. On leur demande comment ça se passe avec ton client, qu'est-ce que tu es en train de discuter, pourquoi tu utilises cette unité de facturation plutôt que telle autre. Et c'est ça le travail qu'on fait ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé dans le groupe précédent, mais le groupe qui a mis en place le Club Noé, c'est vraiment un groupe dans lequel des commerciaux, professionnellement, hein, des gens dont c'est le métier, viennent avec leurs questions, leurs dilemmes. Nous, on n'a pas des réponses toutes faites. Je ne suis pas un commercial ni un formateur de commerciaux au sens ancien du terme. Nous, on est là pour dire, si on mobilise l'UFC, les enjeux du travail, les enjeux... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est animé aussi avec un ergonome dans l'équipe. Hein. Si on prend ça, on les aide en fait à construire leur référentiel métier, leurs nouveaux repères, et en fait à verbaliser ce que sont les nouvelles compétences. Donc, je ne sais plus l'internaute là, mais ça fait partie des choses qu'on tente de construire. On a créé un petit référentiel métier sur le métier de commercial qui donne quelques petites briques comme ça déjà un peu initiales, et on a vocation à continuer pendant un petit bout de temps parce qu'on, enfin, voilà, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Hein. Il faut aussi dire que les commerciaux que l'on a, c'est pas des commerciaux qui sont sortis de terre avec de nouvelles compétences et un nouveau métier. C'était des commerciaux entre guillemets dits classiques. Donc Oui. c'est Et avec des clients classiques, avec des clients. donc c'est un déplacement. On parle souvent de trajectoire. C'est une trajectoire qui est en cours. Alors après, c'est le Club Noé, du coup, avec cet espace-là, il ouvre la possibilité de soutenir ces gens dans leur trajectoire et donc de les aider à renouveler le métier. Et vous voyez, ils renouvellent leur métier. C'est un présent, et le présent, il se poursuit. Hein. On n'est pas arrivé au bout. C'est pas ils ont renouvelé le métier. Un grand merci Romain pour ces interventions. Du coup, un grand merci aux internautes de nous avoir suivis, également aux organisateurs, Réseau Alliance, les techniciens, les bénévoles qui ont rendu cette session possible. Et puis on vous donne rendez-vous dans les autres conférences parce que le World Forum n'est pas terminé. Encore beaucoup de choses, de bonnes pratiques à découvrir pour s'inspirer et avancer dans la transition. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.